Game Over, une présentation de Baseball Québec. On ferme les livres, c'est terminé. Qui monte sa petite série gagnée avec ta balle bouchette. T'as déjà striké dans tes bouchettes. Et avec des lunettes qui font peur, la victoire est signée. Game Over. Et voilà, c'est officiel. On a ta photo dans l'intro. Là, quelle photo? Ah, hein? Quelle photo? Le classique 3/4 du show business. Ben écoute, je voulais pas montrer le corps devant moi. Fait que j'ai pris le corps de côté. T'as tout bien joué. On a tous nos petits complexes. Évidemment, je crois qu'on est dans une session de photos pour ceux qui aiment. C'est vraiment... Ben d'ailleurs, si j'avais eu ce chandail-là, ça aurait été encore bien plus beau. Bon, ben tu vois, évidemment, on rouvre la porte tout de suite. On aime ça, le lien. Ben, avant de tomber là-dedans, faut que je te... ma mère t'a fait dire merci infiniment. Et pourquoi? Parce qu'elle dit que mon langage est plus propre depuis que je travaille avec toi. Puis bon. Elle veut te remercier pour ça. Fait que on a négocié avant le show, moi puis Roger. J'ai le droit au mot F en anglais de temps en temps. Pas souvent. Pas souvent. Pas souvent. Non, j'aurais demandé à Scott Boris de négocier. J'aurais peut-être pu le dire 4-5 fois. Mais oui, là, écoute, man, le podcast, man, tu sais que tu deviens un podcast quasiment officiel. Ben, officiel. Pas quasiment officiel quand t'as un commanditaire. C'est vrai. On est deux frérots. Aujourd'hui, on est habillés. On va J'aime bien ça. remercier. Oui. Confortable. Exactement. Le matériel est doux. J'arrête pas de me frotter depuis tantôt. Faut que j'arrête parce que là. Mon Dieu. Et on vous présente la nouvelle compagnie, Psycho Bunny. Je sais pas si on peut dire dans deux. C'est que nous autres, on a des beaux t-shirts, manches courtes, mais il y en a d'autres qui n'ont eu d'autres. Fait que ça montre d'autres modèles. Ouais, exact. Ben, en fait, je vais pas. Là, c'est vraiment comment. Voici, là, Tu vas le lire, là? Mon moment bonhomme. OK. Hein? Avec mon petit foyer. Tu sais, c'est comme. Tu vois, regarde, en fait, je m'habitue à mes lunettes. Ça te fait bien. Ouais, non, j'aime ça, mais bien. même en show, comme tu sais, tu vois, quand je suis de même puis que je chaque, je deviens vulgaire. Si je suis de même, j'ai de la profondeur. T'es moins drôle des lunettes. Non, mais je suis rendu m'habituer au foyer. Et on va accueillir, évidemment, Eric aussi, qui, comme tu dis, porte un Regarde ça, lui. Regarde ce qu'il Ouais, porte, il y a eu lui. un hoodie. Pourquoi moi, je suis un gars de hoodie? Je veux un hoodie. Lui, il est en Arizona. Ben il oui. porte un hoodie. Nous autres, on est au Québec, on porte des manches courtes. Et en plus, puis lui qui joue au golf. Lui, il joue au golf. golf. Oui, mais dans ce temps-ci, ça prend un hoodie pour jouer au golf. Ça prend pas. Ouais, exact. Ben, cet été, je vais dire, moi, de correct avec. Moi, de correct. Non, mais c'est vrai, moi aussi, message à Psycho Bunny, on est tous très ouverts au hoodie, surtout que ça a l'air que le printemps au Québec est encore en camp d'entraînement. C'est La vrai? saison n'a pas commencé, hein, je sais pas ce que tu en penses, mais confortable, Bunny? Ah ouais, fait une demande spéciale. Ils m'ont écouté, fait que merci beaucoup, Psycho Bunny. Tu sais la Ouais. différence entre quelqu'un qui sait négocier puis nous autres? Ouais. Nous autres, on a accepté ce qu'ils nous ont donné, puis toi, t'as négocié. Ils ont pris ses mesures. Les autres, ils ont dit ça te fait bien. Exact, ouais, c'est ça. Puis c'est tellement drôle parce que, tu sais, on est texté évidemment de les avoir parmi nous. Et là, mais faut que je le dise parce qu'on a reçu un texte qui disait, tu sais, les gars, faut plugger ça. Puis là, ils nous ont écrit des lignes, c'était vraiment, ah, il est donc bien beau ton chandail. Je pense qu'on va s'en tirer et de dire non. Mais non, mais c'est cool. Non, mais sérieusement, J'aime la couleur. Il est beau ton jaune. C'est ça que je m'en dis. Il est beau ton jaune. Ça fait Ouais, bien c'est dans le vrai. décor. C'est Moi, vrai. c'est la première fois que j'ai pas du noir. Après moi, j'ai tout le temps du noir. Fait qu'on Je va sais, changer un j'ai petit été peu. surpris. J'ai été surpris Ah par ouais? votre couleur. Ah, là, c'était drôle de voir moi puis Roger parader un peu. Tu sais, là, tu vas porter lequel, moi je vais porter lequel. Et non, mais en fait, on parlait de la compagnie rapidement aussi. Ça a été fondé en 2005. Mais ils ont relancé la compagnie en 2016. Ils ont un siège social à Montréal maintenant. Évidemment, c'est une marque qu'on trouve en Amérique du Nord, très associée avec Tennis Canada. Linge pour hommes et enfants. Donc, allez-y, allez magasiner. Gênez-vous pas. Puis, ben, évidemment, comme tu dis, les couleurs sont assez marquantes. Mais tu dis jaune, mais en fait, c'est plus orange. J'avais mon chandail des Orioles de Baltimore. Fait que je vais rester dans la thématique. C'est jaune-orange. C'est jaune-orange. Ouais. Bon, OK, vraiment. Il est beau. Il est beau. Non, je l'aime. C'est une belle couleur. Hey, Est-ce que tout le monde est à l'aise avec jaune-orange? bien content. avec Et ton on pourrait jaune-orange. C'est passer beau. à la prochaine étape Mais encore une fois, merci à Psycho Bunny. Et by the way, ils vont aussi avoir une promotion pendant la période, pas la période, la journée de la fête des pères. Évidemment, si tu achètes tes produits, tu reçois un paquet de 3 balles gratuits. C'est très, très gentil. Ouais. Moi, 3 balles, ça dure 2 trous. Fait que ça ne m'apporte Ah, ben, absolument c'est pas pas pire. grand-chose. Mais. Fait rien. Ah, man. Tu vas aider sérieux. quelqu'un d'autre. Ouais, t'as raison. Mais je me suis promis, je suis retombé en amour avec le golf l'année passée. J'étais allé au tournoi de Dominique Ducharme. Et je suis retombé en amour avec le golf. La prochaine fois, je vais venir chez vous, je vais amener mes bâtons. J'étais en Utah la semaine passée pour faire un triathlon, puis il y avait des beaux terrains de golf. Aussi, la transition va se faire un moment donné. Triathlon golf, ça va sembler. En même temps. Non, pas en même temps, un après l'autre. On va partir de courir, m'asseoir dans un kart de golf avec ma petite bière sans alcool. Ça va Tu être demanderas à parfait. Max Lalonde de recommander des terrains de golf. Exact. Tu vois, tout est dans tout. C'est ça qui est extraordinaire à la poche bleue. Tout est dans tout, man.
Donc, encore une fois, merci à Psycho Bunnies et je veux un Woody. C'est fait, c'est dit. J'aimerais aussi, comme on voit les logos ici avec nous, je vais passer mais écoute, on est vraiment, tu sais, comme je te dis, ça fait jaser notre affaire. On s'implique évidemment, les trois, on est très près du hockey mineur. Du hockey mineur. Oh oui. Du baseball mineur. Du hockey mineur aussi, les deux. Et du baseball professionnel qu'on voit ici au Québec. C'est une année spéciale pour la Ligue Frontier, le Frontier League. Tu vois comment je suis bilingue, c'est assez fascinant. Continue. Et d'ailleurs, on va faire un épisode de spécial de Game Over sur le terrain au mois de juillet. La saison a commencé cette semaine. On va aller faire un petit tour du côté des Aigles de Trois-Rivières pour commencer. C'est une fin de semaine un peu difficile. Ah, pour Québec. Oui, excuse-moi. C'est correct. C'est moi qui n'ai pas suivi ton texte. Parce que, quand je dis difficile, la météo n'a pas été le fun partout en Amérique du Nord, mais les équipes ont eu du succès pareil. Je regarde les Aigles de Trois-Rivières. Avec l'arrivée de Pelé, là-bas, que tu connais très bien, Joshua a changé un peu. Il est là comme recruteur, directeur, gérant. Il connaît les joueurs. Et tu vois la différence. Tu vois la grande différence avec l'équipe. Les joueurs sont allés chercher. C'est encourageant de voir ce qu'ils vont faire à Trois-Rivières. Moi, je suis un grand fan de Pelé. Et là, ça va être difficile parce que... Pelé, là, c'est le meilleur joueur d'Aléco que j'ai vu junior et midget. Le meilleur que j'ai vu. Pas vrai? Ah ben puis il est receveur. Ben, ils l'ont converti. Pour ceux qui ne connaissent pas l'histoire, Rosé a été repêché par les Pirates, si je ne me trompe pas, et a été échangé aux Red Sox ou vice-versa. Les Pirates. Et malheureusement, les blessures... On lui a sa carrière, mais comme joueur d'Aléco, mobile, bon bras, bon frappeur. Ouais. Là, tu es en train de faire quelque chose de bon, tu le vois aller. Le travail qu'il fait là, il l'a fait avec Charlebourg au junior qui est encore là. Ouais. Et je le regarde aller avec Trois-Rivières, les joueurs que tu allais aller chercher. Je pense que ça va faire du bien. Ouais, puis moi, il m'a fait vivre des moments extraordinaires parce qu'à un moment donné, il a travaillé comme traducteur pour les Blue Jays de Toronto. Ouais. J'avais été le rejoindre une couple de fois. Écoute, quand ils ont gagné, quand ils ont battu les Rangers dans les séries, le fameux flip de bâton de Bautista. Ouais. Exact. J'étais à ce match-là, puis j'ai été dans le vestiaire des joueurs. Groupé au bout, j'en prends des photos, non, je suis trop gêné. Fait que j'ai choqué, mais j'ai pu courir sur le terrain comme un petit cul de 4 ans. Et ça, je le remercie pour ça. Puis Bernard Duchesneau, qui est rendu sa deuxième année là-bas, il était avec Québec auparavant. Puis c'est lui qui fait maintenant directeur des opérations. Tu vois que Trois-Rivières s'en va vers Trois-Rivières lui-même et non pas le deuxième. Tu sais, je vais suivre Québec. Trois-Rivières est en train de prendre son poste, son chemin, puis c'est le fun d'aller voir aller. Mais il est temps parce que, tu sais, c'est quoi, ça fait 5-6 ans maintenant que la franchise existe, peut-être même plus. Quand tu arrives, t'essayes, puis là, maintenant, je pense qu'ils vont bien. Ils vont très bien. Ben écoute, là, la saison, comme je dis, en fait, ce qui est surtout le fun, c'est qu'ils ont énormément de Québécois, dont un qui t'a aidé à réhabiliter le bras, si on peut dire ça de même. Jason Therrien, dont j'étais un fan, que j'avais été voir même à Philadelphie. Là. Moi, Jason, j'ai une photo de lui dans le A, dans le 2A, dans le 3A et dans les majeurs. Regarde ça, c'est beau ça. Ouais, exactement. Et malheureusement, encore une fois, blessure au coude, non seulement pas une opération, mais 2. Toi, tu l'as connu. Parle-moi donc un peu de Jason, parce que là, évidemment, hier, 8 coups de... Tu sais, sur 8 strikeouts. Il a lancé 5 manches, il y a eu 8 rétros au bâton, il n'a pas accordé un point. Fait que c'est le fun de voir ça parce que ça fait longtemps qu'il travaille fort. Écoute, c'est quasiment 3 ans de réhabilitation. Il y a eu 2 opérations au coude, comme tu disais. C'est le fun d'avoir un gars comme ça c'est tellement un gars qui capote sur le baseball. Il a aidé énormément l'ABC, les joueurs. Il lui est revenu justement cette année, puis il continue à lancer. Tu sais, c'est l'amour du baseball, c'est ça. C'est ça qui est le fun avec le baseball indépendant. Tu peux continuer ta carrière. On ne sait jamais ce qui peut arriver. Tu sais, au moins, les équipes des majeurs l'ont déjà vu. Avoir du succès des majeurs, puis là, il est en tant que partant. Fait que c'est le fun de revoir qu'il peut encore s'amuser, embarquer sur le monticule, puis s'amuser, parce que je pense que veux pas, tu peux pas enlever le joueur de baseball en dedans de nous autres. On a besoin de ça, puis c'est le fun de voir Jason qui a travaillé tellement fort. Écoute, il est resté chez nous pendant quasiment 2 ans de réhabilitation. Et des hauts, des bas, c'est difficile mentalement quand tu es blessé, quand tu peux pas faire ce que tu aimes, puis c'est le fun de voir qu'il est sur le monticule, il s'amuse, puis il a du bon succès. Fait que je souhaite vraiment la meilleure des chances parce qu'il le mérite. C'est un gars qui le mérite fort, puis il a travaillé fort, puis c'est le fun de le voir sur le monticule. Ouais. On va-tu faire un tour à Québec? On va faire un tour à Québec. J'ai juste des choses à plugger rapidement, par contre, par rapport le match d'ouverture à Trois-Rivières et samedi le 18 mai. Le 19, c'est un hommage justement au baseball mineur de la région. Donc, tous les jeunes qui vont être habillés avec leur uniforme de baseball vont entrer gratuitement. Il y a 6 Québécois. On peut noter ça du côté de Trois-Rivières. LP Pelletier, qui a été repêché par les Astros, 19e ronde, si je me souviens bien. Et la même année que Taureau. Oui. Exactement. Et Raphaël Gladu, Jason Therrien, on vient de le dire, Édouard Savoie, Brandon Hernandez et Sam Poliquin. Oui, c'était ce qui concerne les Aigles de Trois-Rivières. Puis c'est un beau stade. Les deux sont beaux. Ils sont extraordinaires. Puis je pense que même que Trois-Rivières est peut-être plus vieux que Québec, ça se peut-tu? C'est proche. Ouais?
C'est M. Duplessis. M. Duplessis aimait le baseball. Non, c'est tous les stades de baseball qui a aidé partout en province. Il a fait beaucoup pour ça. Pour vrai? Ben oui. Ben, tu vois, c'est ça que j'aime avec travailler avec Roger. C'est un cours d'histoire, man. Je pense qu'il faut prendre des notes, Éric, parce que ça se peut qu'à la fin de la saison... J'en prends des notes. On a un examen final. Un examen. Exactement. On s'en va juste pour revenir, l'hommage qu'on rend à M. Bédard. M. Bédard, c'est un pionnier. Tu l'as connu d'ailleurs, Éric, un pionnier pour le baseball amateur. Il a aidé le baseball à tous les niveaux. Il a même aidé le hockey amateur, dont Trois-Rivières avec les Draveurs. Et ce qu'il a fait à Trois-Rivières pour amener, à l'époque des aigles du 2A, baseball 2A, il était là avec M. Monfette. Ils ont tous amené ces équipes-là. Ouais. Alors, rendre hommage à M. Bédard, c'est plus que mérité. Oui, qui tristement nous a quittés en décembre dernier. Donc, honnêtement, ces pionniers-là, je trouve qu'on ne les mentionne pas assez souvent. Et on vient de le faire, fait que kudos à nous autres. Avec en plus nos chandails qui flashent. On s'en va du côté de Québec. Ben, là, tu sais, on va dire, dur début de saison. Écoute bien, une fin de semaine, ils ont une victoire. On va oublier les défaites. On va parler du bon côté. Mais ça, c'est le baseball. Tu t'en vas jouer, tu sais aussi bien que moi, Éric, tu l'as vécu, tu t'en vas jouer sur la route, commencer la saison. C'est pas toujours facile. Non, en plus, n'oubliez pas que les camps d'entraînement du baseball indépendant ne sont pas un mois et demi non plus. C'est 2 semaines, c'est vraiment condensé, c'est vite. Mais, écoute, le début de saison, sur la route, c'est pas facile, mais faut pas s'embarquer. Les Capitales de Québec, ça fait longtemps qu'ils gagnent quasiment toutes les années. Fait que ça m'inquiète pas tant que ça. C'est sûr que c'est le fun d'avoir l'équipe gagner à chaque game, mais écoute, c'est là que tu vois qu'il y a de la bonne compétition dans les baseball indépendants. C'est pas juste une équipe qui gagne à chaque fois. Fait que c'est le fun de voir que il y a de la bonne compétition partout, puis ils vont se remettre dedans. Et juste pour revenir, Simon de spécifier Stade Canac à Québec. Ouais. 1913, ça c'était avant Maurice. Et 39, mais c'était avant bien des affaires. Écoute bien. C'était avant le Titanic. Mais ce qui n'est pas croyable, les gens oublient les joueurs qui ont joué là-bas. Les Braves d'Atlanta, avant ça c'était Milwaukee, c'était leur club ferme. Les Indiens de Québec qui ont joué là, dont l'ancien journaliste Claude Bédard qui a joué là. On oublie les joueurs qui ont joué là. Le gars c'est du baseball incroyable. Depuis 1913. Et le stade, là, ils vont faire des rénovations. Le stade est tellement beau. Et le stade 1939 en Trois-Rivières, là aussi, c'est un stade qui a de l'histoire. Quand tu y passes comme il faut, là, la famille Griffey vient à jouer là. Les deux Ken. À l'époque, il y avait M. Plot qui lançait. C'est assez spécial. Assez spécial. Puis je pense qu'il n'y avait même pas un club école où c'est à Thetford Mines à un moment donné. Il y en avait comme 3-4 en même temps au Québec. Ken Maka va remporter le championnat des frappeurs là-bas. Et Pepe Fria, c'était le joueur d'Aléco. Wow. Ça remonte un peu, hein? J'apprends. Non, mais c'est intimidant. Moi, le prochain podcast, c'est Salut Roger, puis après ça, on le laisse aller pendant 1h30, puis on fait juste écouter. Et après ça, après que les expos sont. La Ligue Eastern est partie, poser une question. Un grand directeur gérant au hockey a géré Thetford Mines au baseball. C'est une question de quiz, ça, là? Oui. Quelle période? Des années 60, 70. Anglophone? Poser une autre question, ouais. non, mais j'essaie d'as-tu une idée? Américain. Un Américain? Ouais. OK. Bien connu. Encore directeur gérant dans le hockey. Pour vrai? Ouais. Il était à Toronto. Il avait 12 ans quand il était... Il est rendu à 84. OK. Pas le Morello? C'est bien ça. Oh, wow. Lou était là. Chaque fois que je croise Lou, j'y parle du baseball à Thetford Mines. Wow. That's crazy. Alors, incroyable. Man! Ça, c'était mon cours d'histoire cette semaine. Et question de finir, évidemment, comme on dit, je pense qu'on n'est pas inquiet pour Québec. Je suis pas inquiet du tout. Et en fait, ce que je trouve le fun, tu sais, puis j'ai hâte aussi que peut-être même du côté d'Ottawa, ça lève un peu plus aussi. Parce que quelle belle rivalité ça peut être, Ottawa, Trois-Rivières, Québec. Déjà, Trois-Rivières, Québec, Montréal, ça va être à un moment donné, peut-être, ça sera le fun. J'allais ouvrir la porte, mais j'ai l'impression que la seconde qu'on installe une équipe indépendante, on vient de mettre fin au baseball majeur, aux ligues majeures. Pas nécessairement. C'est sûr que c'est. Écoute, on n'attendra pas 150 ans pour une équipe majeure. Merci beaucoup. Je pense que, tu sais, écoute, dans la métropole, à Montréal, ça serait le fun d'avoir une équipe juste professionnelle. On commence un professionnel, puis si ça se vient des mineurs, c'est le fun. Moi, j'y crois au retour des expos, mais on va commencer tranquillement, pas vite, d'avoir un beau stade professionnel, qui va avoir 5, 6, 7 000 personnes là-dedans, puis avoir une belle été, avoir des games, avoir des bons concerts. Je pense qu'on a besoin de ça. J'essaie d'éviter le regard de Roger pour pas qu'il pète ma bulle du retour des expos. J'essaie vraiment de... Mais bon, moi, j'y crois au retour des expos. Vous avez le droit d'y croire. Faut y croire. Oh, Roger, arrête-moi ça. Mais il faut y croire. Ben, la prochaine expansion va être quand? La prochaine expansion va être... la prochaine expansion, là, il va parler de ça. Il va en parler.
et on va décider, est-ce que les mêmes propriétaires vont être encore là? Est-ce que le terrain va être disponible? Non. On s'en va où? Mais non, on est en train de mettre 950 millions, je pense, sur le stade olympique. 750 millions, ça c'est tellement québécois. On va réparer un stade désuet au lieu d'en construire un. Hey, là, OK, là, s'il vous plaît, faut rester de bonne humeur. Surtout que Roger veut pas qu'à chaque. Fait que va pas ouvrir cette porte-là en plus, s'il te plaît. Fait que, donc, on revient là-dessus bien rapidement. Je pense que ça va être une saison bien intéressante dans le Frontier League, la rivalité. Il faut faire confiance à Michel Laplante qui va mettre les effectifs. Je pense que c'est le fun qu'on va faire une émission. Là, on va s'asseoir, puis on va regarder les villes potentielles. Les villes potentielles, puis on va inclure Montréal dans ça pour voir c'est quoi la réalité d'une équipe d'expansion à Montréal. On peut même faire ça la semaine prochaine. Et voilà. Donc, merci. C'était le segment, évidemment, le segment Canac. Question d'ailleurs, je suis rendu bien dressé. As-tu vu comment je suis docile cette semaine au stade Canac? Regarde, ça, c'est grâce à mes lunettes. Et je vais les encourager à venir un commanditaire. Je vais voir plugger, évidemment, encore plus. Joke à part, hey, on embarque dans nos sujets de la semaine, ce qu'on vous laisse parler. Je pense que c'est un incontournable. Ça serait le sujet numéro 1. C'est arrivé avant, on est lundi présentement, aujourd'hui, on enregistre lundi. Avant hier, le début de Paul Skeens, qui a été le premier choix repêchage l'année passée. C'était le gros débat. Puis moi, je me souviens qu'Éric et moi, on s'était vraiment ostinés entre Cruz et Skeens. Je pense que ça fait la différence. C'est ton ami Boras. Je pense que. Dis-moi ce que t'en penses. Moi, je pense que les Pirates ont repêché Skeens parce qu'ils voulaient pas aider avec Scott Boras. Es-tu d'accord avec ça? Non, ils ont repêché un bon joueur. Il ne peut pas se tromper. Il ne peut pas se tromper entre les deux. Ils ont repêché un bon joueur. Là. Faut pas. Tu sais, ça dépend de ce que tu as besoin, mais les deux sont bons. Là. Des fois, on va se servir de Boras comme excuse, mais si tu sais de Boras comme excuse pour affaiblir ton équipe, mais tu ne mérites pas d'être dirigeant. Exactement. C'est non, j'avoue, écoute. Non. Mais premièrement, en tant que lanceur, là, je pense, en tant qu'un draft pick, un choix de repêchage, pour moi, le premier choix que je vois tout le temps les lanceurs, c'est plus prédict. Tu peux plus prédire un petit peu la carrière d'un lanceur. Un frappeur, avec les bâtons d'aluminium, écoute, t'affrontes pas le même étoffe qu'un gars dans le collège. Tu sais, tu peux frapper 40 home runs, pas 40, 25, 30 home runs dans le collège, puis ça va-tu t'emmener des mineurs avec un bon ton de bois? Tu sais, c'est-tu facile de s'adapter exactement au bâton de bois, oui ou non? On ne sait pas. T'sais, en tant que lanceur, le gars, il lance 100 000 à l'heure. Il a un bon lanceur, il a un bon change-up, il a une bonne courbe, il a une bonne slider. Mais oui, puis il a 21 ans, c'est incroyable qu'il soit rendu dans les majeurs déjà, là, mais c'est impressionnant ce qu'il fait. Pour moi, je pense que toutes les raisons sont bonnes pour aller à PNC Park à Pittsburgh, qui est un des plus beaux stades de la Ligue. Fait que là, on vient d'en trouver un. Mais ma crainte, j'arrive encore, depuis la semaine passée, ma crainte, Éric l'avait soulevé, il n'y a pas assez de manches lancées. Il n'y a pas assez de manches lancées. 27 manches des mineurs. C'est quoi que je t'ai écrit hier, Éric? Je sais pas si tu l'as vu dans le message, mais j'ai fait. Est-ce que c'est le décompte avant le Tommy John? Mm-hmm. On n'aurait pas dit qu'il lance à 101 000 à l'heure. Je regarde, à chaque fois que j'ai un article sur un jeune prospect, 100, 101. OK, le corps humain est maintenant rendu capable de lancer là. Mais c'est des garocheux. T'es-tu d'accord comme un moment donné? Moi, je vais dire, Roger, tu exagères, mais c'est pas grave. C'est pas la première fois. Le lanceur des Pirates hier m'a fait penser à la même situation que les Blue Jays ont fait avec Manoah. Faut que tu décides quand est-ce que tu le retires du match. Faut que le gars se retire du match, qu'il est confiant. Hier, Manoah, il chantait dans la douche. Il a gardé trop longtemps, il s'est juste lavé dans la douche. Le jeune lanceur des Pirates, il est dominant. Enlève-le, mets-le pas dans le trouble. Lui, il s'en va, son premier départ, il gagne pas. C'est plate. Au lieu de retourner avec une bonne pensée, j'ai bien lancé, on l'a gardé trop longtemps. Toi, comment tu vois ça qu'un jeune lanceur, Éric? Oui, c'est sûr. Écoute, il y a tellement de choses que tu vas regarder. OK, premièrement, les blessures, c'est le plus important. Son workload qu'on appelle. Puis la confiance, c'est énorme. Écoute, je pense que lui, sa confiance est déjà dans le tapis. Il y avait 27 manches mineurs. Écoute, c'est sûr qu'il se sent bien. Il se lance à 100 000 à l'heure. Il n'y a aucune raison pour ne pas être confiant. Puis il est déjà un majeur à 21 ans après avoir lancé, je pense, c'est 4-5 matchs des mineurs. Puis tu l'écoutes parler, tu vois déjà qu'il y a une belle maturité aussi. Oui, c'est ça la différence. Exactement, c'est ça. On va chialer un petit peu que tu as besoin de plus de manches des mineurs, des choses comme ça, mais les joueurs sont beaucoup plus matures par rapport au collège. Ils lancent un petit peu plus, ils sont mieux entourés, il y a beaucoup plus d'encadrement qui est pas mal plus spécialisé que moi quand moi je lançais dans les mineurs. Sauf que, écoute, il y a un danger, oui. C'est quoi les dangers? C'est que le pitch count, il y en a combien qui vont lancer de pitch? Je pense qu'ils l'ont sorti à temps par rapport au pitch count, le stress qu'il y a eu. Mais il y a toujours un risque. Écoute, c'est comment on peut manager ça, un risque? C'est quoi le bon nombre de manches par année? C'est quoi le stress qu'il y a besoin? C'est où tu deals avec la confiance du joueur ou pas?
Moi, j'aurais peut-être... Tu sais, il a lancé 4 manches. Je pense qu'il y a eu 87, 88 lancés. Il a lancé beaucoup de prises. Il y a eu beaucoup de rétro-bâtons, ce qui a toujours fait des mineurs. Il y a eu une manche, il y a eu de la misère, il y a eu un hit by pitch. Puis ça, il y a eu un walk de 4 points, de 4 lancés en ligne. Il a tout réglé dans la même manche. Il s'est dit, moi, tout réglé ça va être fait. Premier frappeur Premier frappeur. Exactement. Donc, mais je vais vous poser une question, tous les deux. Non, excuse, vas-y. Non, mais c'est ça. Je veux juste dire qu'il n'y a pas vraiment un art exact qu'on peut dire, OK, il est trop jeune, il est trop vieux, mais je pense que les Pirates l'ont repêché une raison. Ils avaient confiance en lui. Ils savaient qu'il était assez mature pour arriver dans la majeure vite. C'est sûr, ils l'ont pas gagé. Ils l'ont pas redrafté pour dire dans 3, 4, 5 ans, on va être des majeurs. Ils savaient déjà qu'il était prêt à 21 ans. Il n'y a pas 16, 17, 18 ans. Fait qu'à 21 ans, il est quand même assez mature. Puis son corps aussi, il a un gros corps. Tu vois, il n'est pas petit, mince. Il y a des joueurs il est physiquement bien corpulent, sans aucun doute. Le haut de son corps, ses avant-bras. Oh oui. Mais moi, Éric, ma crainte, c'est qu'il n'y a pas beaucoup de lanceurs qui sont partis des rangs collégiaux pour lancer dans le baseball majeur longtemps avec du succès. Les frappeurs, oui. Les frappeurs, tu peux en nommer jusqu'à demain matin. Mais des lanceurs, pas beaucoup, parce que 25 manches, écoute bien, là, c'est un peu difficile. Ouais. C'est un peu difficile. Ben, tu dis, les frappeurs, même chose. Je veux dire, tu as besoin de cette maturité-là. Tu as besoin d'avoir... Oui, mais le frappeur, c'est plus facile pour lui. Ben, écoute, au collège, là, tu voyages des fois en avion, ce que tu fais rarement au baseball mineur. Oui, mais fait que c'est quasiment ton rythme de vie. Oui, mais tu comprends ce que je veux dire? Au collège, t'es logé nourri. T'as accès à la cafétéria. Maintenant, avec le NIL. T'es bien entouré. Tes conditions sont quasiment mieux quand tu joues pour un gros collège comme LSU, justement, où est-ce que Kings a joué, que quand t'arrives dans le A et dans le 2A. Là. Sans aucun doute. Tu sais, moi, ça me fait penser, j'avais déjà parlé avec un gars qui avait été repêché dans la NFL, puis, tu sais, pour lui, il avait joué à Bahama devant, 100 000 personnes, puis le stade, il avait été repêché par les Falcons. Puis... il jouait dans 50 000. Tu comprends-tu? Fait que c'est un peu la même affaire. Il y a une habitude, mais je vous pose la question. C'est ça le gros. Je pense que c'est ça le gros chiffre que vous. Excuse-moi, Max. Mais c'est ça le gros chiffre qui arrive avec le baseball collégien est beaucoup meilleur qu'il était dans le temps. Tu vas jouer au collège, en gros, dans une grosse conférence, là, c'est quasiment mieux que dans le rookie baseball en Arizona. C'est meilleur. Ouais. C'est meilleur. Moi, j'avoue que c'est meilleur, mais tu sais, c'est rendu, OK, c'est rendu qu'ils savent exactement. Là, rendu, c'est les coachs des majeurs, les anciens coachs des majeurs qui s'en vont dans le collège. Il y a tellement d'argent à faire, ils ne vont pas les mineurs. Les coachs des mineurs, c'est tous des coachs de high school ou des coachs de collège qui voulaient se rendre d'impro. Là, ils sont rendus d'impro, mais ils n'ont pas vraiment l'encadrement que tu as dans le sport collégien. Puis je pense que c'est ça la grosse différence. Le coaching, puis l'accès à tout le data, à toute la technologie, comme tu disais, la nourriture, ils sont vraiment bien entourés. Fait que je pense que le saut, il n'est pas aussi gros qu'il était dans le temps. C'est sûr que des mineurs, tu ne peux pas acheter l'expérience. Tu ne peux pas dire, gars, 27 manches, tu n'as pas vraiment d'expérience. Quand ça va mal aller après 2, 3, 4, 5 départs en ligne, on parlait de Holiday la semaine passée, ça va-tu l'affecter mentalement? Ça, j'espère qu'ils ont fait leur devoir là-dessus, savoir si es-tu mature mentalement, es-tu capable de prendre une défaite. Fait que c'est ça le plus dur. Là, tout le monde est bon. Quand ça va bien, tout le monde est correct. Là. Mais quand ça va pas bien, il va-tu être capable de bounce back à chaque départ? Il va-tu être capable d'oublier son mauvais départ? Ça va-tu l'affecter? Mais d'après moi, Pittsburgh ont fait le devoir parce que moi, Oscar Marine, qui est le pitching coach à Pittsburgh, qui est avec moi avec les Rangers, c'est une personne vraiment intelligente puis il comprend ça exactement. Fait que d'après moi, ils ont un bon plan en tête. Si ça va bien, ils vont continuer. Si ça va pas bien, mais ils ont l'option de le descendre dans le 3 puis de donner des manches de plus. Fait que je pense qu'ils prennent leur risque, oui, mais ils ont quand même un plan en arrière de ça, je pense. Mais parce qu'en plus, tu sais, tu viens de dire, il a joué LSU. Ça s'est rendu à la série mondiale, le World Series, le College World Series, comme on dit. Ça fait des années qu'il connaît du succès, là. C'était une vedette au secondaire. Fait que l'adversité n'a pas encore été... Lui, il ne sait pas perdre. Il ne sait pas perdre. Et moi, j'ai hâte de voir son prochain match. Et pourquoi? Parce que pour la première fois, en longtemps, il sort d'un match et il n'est pas heureux. T'es lanceur tellement longtemps. Le gars dit, t'as donné 3 points mérités. T'as donné 3 points dans ta tête. Est-ce que je me trompe? Oui, puis non. Écoute, n'oublie pas qu'il est rendu des majeurs. Là. C'est son premier départ des majeurs. C'est son rêve. Il vit son rêve présentement. Il est encore d'une bulle. Tu sais, moi, quand je suis arrivé dans les majeurs, je me sentais pas aimé sur le monticule. Dans le warm-up, je lançais la balle partout. J'étais nerveux. Tu sais, t'as les parents, t'as la famille, t'as tes amis, t'as des textes partout. Là, ça va se calmer un petit peu. Son premier départ est parti.
Il va être capable de se concentrer sur sa routine qu'il a tous les jours, s'occuper de lui-même, genre penser juste baseball. Là, veut pas. L'adrénaline qu'il avait de son premier départ, son rêve qui se réalise avec la famille. Il y a beaucoup de choses qui rentrent en ligne de compte les premiers 2-3 départs. Mais là, je pense que ça va se calmer un petit peu. Puis on va voir vraiment le vrai lanceur qui ont drafté Pittsburgh. On va vraiment le voir dans le prochain mois, d'après moi. Mais j'ai une question pour vous deux parce que c'est un bon point, puis je suis entièrement d'accord avec vous autres. C'est dur de mettre un chiffre précis, puis tu l'as dit, Éric, le développement, personne n'est pareil, fait que le développement n'est pas pareil pour les joueurs. Mais selon vous, là, c'est quoi un chiffre décent pour de nombre de manches que tu devrais lancer dans les mineurs avant d'être lancé? Pas juste pour physiquement te développer, comme on l'a dit, t'habituer justement. Je pense que tu as besoin de vivre un peu l'adversité du style de vie aussi dans les ligues mineures pour te construire ton caractère. Mais fait que la question, c'est combien de manches à peu près? 150? 200? Ben moi, dans le temps, c'était 500 manches qui disaient, mais tu sais, c'est un moment c'est exagéré, ouais. C'est quasiment 5-6 ans les mineurs, ça, c'est la moyenne. Mais c'était normal, par contre, Éric. Regarde à l'âge qu'ils t'ont signé. Tandis qu'aujourd'hui, le gars sort du collège. Fait que moi, je pense 150 à 200 manches, tu devrais avoir ça. À cause que tu l'as fait au collège. Mais Éric, à l'âge que tu avais quand tu es arrivé dans le baseball mineur? Moi, j'avais 19 ans, mais moi aussi, j'ai pas commencé dans le recru non plus parce que j'ai joué dans l'équipe canadienne. Fait que toute la compétition que tu as affrontée, ça rentre en ligne de compte. Tu sais, lui, il est allé dans le College World Series. Fait que la pression, des choses comme ça, il a déjà enduré ça un petit peu. Moi, quand je suis arrivé là, l'équipe canadienne que j'avais joué à Edmonton, j'avais peut-être 350 personnes qui me regardaient lancer. C'est complètement différent l'étape, là. Puis je lançais peut-être 20 manches par année. Lui, ça fait quoi? 4, 5, 6 ans qu'il lance quasiment les 100, 150 manches. Et les fins de semaine. Il y a quand même beaucoup de... Exactement. Oui, c'est ça. C'est ça un petit peu qui est différent. Là, ça va être vraiment différent d'avoir à chaque 5 jours, 4 jours de repos, voir sa routine, comment que son corps s'adapte au majeur avec le stress. Le voyagement, c'est facile. Le majeur, c'est plus facile, pas facile, mais plus facile. 162 games, j'ai jamais fait ça. Fait que ça va être vraiment manager son workload, qu'il appelle en anglais. Oui. Là, c'est quoi l'idéal pour lui la première année, la deuxième année, la troisième année? Puis c'est quoi le risque qu'on prend? Il va-tu lancer 100 manches cette année, 125 manches? Je ne sais pas combien de manches qu'il y a eu l'année passée au collège, mais 200 manches, c'est énormément de voyagement, c'est énormément de stress sur le bras. Puis on parle des majeurs, fait qu'il va pousser encore un petit peu plus. Il lançait à 101 000 à l'heure, le 2 jours, à chaque lancer. C'est-tu normal pour lui de lancer à 101 000 à l'heure? L'adrénaline va-tu affecter son bras? Des choses comme ça. Il y a beaucoup de choses qui rentrent en ligne de compte. Fait que ça va être intéressant de voir comment que sa routine, la bonne routine, d'après moi, écoute, on le sait, là, il est vraiment discipliné pour se rendre là, lancer 101 000 à l'heure, pas être blessé encore. C'est incroyable. Mais ça va-tu continuer comme ça? Fait que c'est ça, les décisions avec les Pirates, ça va être vraiment la communication avec les joueurs, premièrement avec ses coachs qu'il y a eu dans le collège. Comment ils travaillent. Puis ça, c'est tout en ligne de compte. Puis d'après moi, ils ont toutes ces informations-là. Ils ne sont pas niaiseux non plus, là. Ils vont vraiment faire le devoir. Puis je pense que ça va être intéressant à voir. C'est toujours, on n'a pas personne qui veut le voir se blesser, mais d'après moi, avec toute l'information qu'on a à cette heure, ils vont être capables de manager ça, de gérer ça comme il faut. Moi, il y a deux choses qui m'inquiètent. Pas lui. Non, mais il ne m'inquiète pas parce que, écoute bien, hier, là, sa balle rapide, c'est bien beau, mais ça glissante à 84 000 à l'heure. Pour des prises. C'est rare que tu vas voir un jeune lanceur qui lance à 100 000 à l'heure puis arrive avec une glissante à 84 000 à l'heure. Il faut le faire, là. C'est le lancer puis les frappeurs déjoués par sa glissante. Sa balle rapide, c'est normal, mais sa glissante. La chose qui me fait peur, est-ce que les Pirates l'utilisent pour vendre des billets? Ça me fait peur. Mais... Parce que hier, ils ont amorcé ça hier du monde. J'ai hâte de voir le prochain départ, combien de monde qu'il va avoir dans le stade. Et ça va influencer les Pirates de Pittsburgh. Ils ont besoin de l'argent. Ouais. Ils ont besoin d'argent. Ben, moi, ce qui me stresse des Pirates, parce que moi, quand les Expos sont partis, je me suis rallié un peu derrière les Pirates. Je m'ennuyais un peu de nostalgie avec les fameux, les casquettes un peu... Les conducteurs de train. Exactement. Honnêtement, moi, je m'étais dit, OK, je vais prendre des équipes en difficulté, puis... je suis vite devenu fan d'Andrew McCutchen, qui ne peut pas l'être, évidemment. Je suis tellement content aussi qu'il va finir sa carrière-là. Mais ils ont tellement eu le premier choix au repêchage longtemps. Ils ont leur grosse lacune depuis au moins une dizaine d'années. Le repêchage? Pas juste le repêchage, le développement des joueurs. Ensemble. Oui, mais comment tu peux te tromper autant de fois? Je pense que le dernier prospect, c'est Brian Reynolds puis Garrett Cole, les deux derniers je vais t'expliquer pourquoi ça te... L'argent, les gars. L'argent. Combien est-ce qu'il me coûte comme premier choix de repêchage? J'ai vécu avec les Expos. Là. Roger Clemens, ils ne l'ont pas pris parce qu'il coûtait trop cher. Mais là, on parle qu'ils n'ont pas d'argent. Il y en a quand même de l'argent. Oui, mais ils n'en dépensent pas, par contre. Mais ils n'en dépensent pas. C'est ça. C'est où qu'ils dépensent, c'est comment qu'ils dépensent. C'est différent un petit peu. Je veux pas quand tu te bats contre des Dodgers ou les Yankees ou Boston qui ont des fonds illimités. C'est difficile, mais
Ben c'est justement, c'est là que tu levais tes joueurs, tu sais, puis année après année, Henry Davis, ça avait l'air d'être parti pour être un flop. O'Neal Cruz, on parlait de Garrett Cole. On parlait de Garrett Cole. Garrett Cole, il est parti là. Qu'est-ce qui va arriver? Moi, j'ai hâte de voir. Ils vont-tu donner un contrat de 10-12 ans présentement, là, le plus vite possible? Parce que veux pas, t'as pas le choix de signer ces joueurs-là le plus vite possible. T'as pas le choix, là, parce que veux pas, dans 4-5 ans, il est fini. Là, il part, ils en vont avec les Yankees, ils vont avec les Dodgers. C'est avec la situation, puis qu'est-ce qui arrive dans le baseball majeur présentement? Là, t'as pas le choix de les signer à long terme. T'as aucune chance. Des équipes comme ça, il n'y a aucune chance. Et la première année, il faut que tu signes. Ben, ils ont fait ça avec Churios à Milwaukee, on fait ça avec bien des jeunes, mais en même temps, moi, tu sais, je me souviens que le deuxième but avec Philadelphie, qui malheureusement s'est blessé, mais je l'adorais, moi, il y a une couple d'années. Bon, ça fait que j'ai un blanc de mémoire, ça va bien un beau moment, mais il avait pas encore. Il avait à peine joué les majeurs. Oui, mais ça fait partie du jeu, ça. Il avait donné un contrat de 6 ans à 2 millions par année, je pense. Mais c'est pas cher. Non, mais je suis d'accord, mais la pression, puis il n'a jamais été capable de livrer. C'est pas cher pour l'équipe. Non, mais je te dis, la pression, tu n'as pas encore joué les majeurs, puis on te met un contrat de 12, 15, 20 millions dans les poches. Mais le point c'est ça le problème. Mais c'est ça le problème dans le baseball majeur. Regarde, là, on est obligé de signer tout de suite. Pas le choix. Il y a des équipes de ce niveau-là qui vont prendre beaucoup plus de chances que les Yankees. Regarde, les Yankees ont dit, gars, on va attendre un petit peu. De toute façon, soit qu'ils se blessent, soit qu'il va y avoir une mauvaise saison, qu'il y a une down season, on va le signer moins cher. Les Pirates de Pittsburgh n'ont pas le choix de le signer tout de suite. Là. Il va partir, il n'attendra pas bien son agent qui est. Je ne sais pas c'est qui son agent, là. Mais si je suis Scott Boras puis je suis l'agent à un gars qui n'ont pas le choix, ils vont dire tout de suite. Lui, Scott, il va dire non, on va attendre en arbitrage. Mais non. Fait que là, veut pas les squeezer encore Pittsburgh. Ils n'auront pas le choix de. Il n'y a pas un gars comme Scott Boras qui va dire ah oui, on va signer tout de suite pour 2 millions par année pendant 10 ans. Là. Avec raison. 40 millions. Premièrement, l'association des joueurs ne diront jamais ah oui, c'est une bonne idée. Gars, le contrat à Acuna qu'il y a eu, là, à 120 millions, là, il vaut 500, 600, 700, 800 millions quasiment, ce gars-là. Là. Il est content, mais il en manque. Il en manque. Là. Il est content, mais il y a beaucoup de problèmes qui se passent avec ça parce que lui, il veut pas. On parle de l'infrastructure de baseball par rapport au salaire et tout ça. La seule raison qu'on va en arbitrage, c'est pour les comparaisons. Fait que lui, qui va se comparer, là, les prochains joueurs qui sont comme un Acuna, ils vont se comparer à Acuna. Fait que comme moi qui est arrivé en arbitrage, que moi, j'ai perdu mon arbitrage à 8 millions, que je voulais 8 millions, puis ils m'ont donné 5 millions. Mais tu regardes les contrats qui est arrivé, là, c'est une grosse différence, ça, qui arrive avant l'arbitrage. Moi, c'était mon deuxième arbitrage. Ouais. Ça a changé de 30 à 40 millions de différence dans mon potential earning que je n'ai pas eu. Parce que j'aurais eu 8 millions, mais 8 aurait monté à 15, 15 à 20, à 25. Mais là, tous les closers, tu regardes les closers, les meilleurs closers, comme un cas comme Kenley Jansen, je pense qu'il a signé le plus gros contrat, c'était 15 millions. Moi, je faisais 12 millions. C'est quasiment 15 ans, 10, 12 ans plus tard qu'il fait 3 millions de plus. Ça n'a aucun sens. Puis tu regardes les lanceurs partants, il y a de moi, quand je lançais, c'était 10, 12 millions, c'était le plus haut. Là, c'est rendu à 40, 45 millions. Oui, c'est ridicule, ouais. Tu sais, c'est niaiseux, mais une personne... On a donné cet argent-là à des gars qui étaient déjà en fin trentaine en plus. Oui, mais c'est parce que le point que tu soulèves, quand tu t'en vas en arbitrage, le salaire que le joueur vedette signe, comme lui a fait, il vient de donner quoi? Il vient de donner la barre. Les lanceurs partants, maintenant, qui ont signé de gros argent, c'est formidable pour les autres lanceurs parce que je suis pas aussi bon que Verlander, je suis pas aussi bon qu'un autre, mais ils font 40. Je peux-tu faire 20? C'est là qu'est la différence. C'est comment tu tristement, malheureusement, accepter 20 puis essayer de vivre malgré tout. Ça n'a rien à faire dans ça. Avec la situation qu'on est, avec la situation qu'on est là, il n'y a aucune chance. C'est veut pas, il faudrait changer ça. Il faudrait que les joueurs se fassent payer par rapport à grandir le sport, le growth, on appelle. Là. Il n'y aura pas le choix de faire ça parce qu'un gars comme Ohtani ne signera jamais à Milwaukee. Là. Il n'y a aucune raison de signer à Milwaukee. Il y avait 3 villes pour le signer. Il y avait 3 villes, c'est tout. Ça va toujours être comme ça, à moins qu'il change. À moins qu'il paye les joueurs par rapport à la valeur de l'équipe. Ça arrivera, j'espère que ça va arriver. Il paye la valeur de l'équipe, la grosseur, la croissance de la valeur. Tu as un pourcentage de ça chaque joueur. Là, tu vas faire grossir comme du monde. Là, tu vas avoir la chance d'avoir un gars comme Ohtani qui va signer à Milwaukee, qui va faire grandir, puis il va donner une grosse exposure à Milwaukee, puis il va se faire payer pour ça. Puis il va se faire payer bien plus à Milwaukee si, mettons, il y a un système de même en place qui se ferait à Los Angeles. Ben oui, parce qu'il fait un plus gros impact. Fait que la différence à Milwaukee par rapport à une équipe de Dodgers, il n'y a pas vraiment une grosse différence qu'Ohtani fait avec les Dodgers. Tu sais, veut pas, les Dodgers, le brand est énorme. Tu sais, oui, il va changer, il va donner plus d'attention, plus d'impact, mais tu vois l'impact qu'il y a eu à Chicago, pas à Chicago, mais à Milwaukee ou à Pittsburgh ou à Cincinnati. Toronto. L'impact aurait été gros. Exactement. Ouais. Ça aurait été énorme, là, mais ça n'arrivera jamais parce que le problème avec ce qui se passe dans le baseball majeur présentement, ils se font juste payer pour on the field. Ils ne se font pas payer pour social media, ils ne se font pas payer pour... tout ce qui arrive alentour. Qu'est-ce qui est autour de l'équipe? Et autour de l'équipe, maintenant, ça fait partie tellement d'une grosse masse salariale pour les joueurs. Oui, mais de toute façon, c'est tout ce qui se passe en dehors du terrain. C'est là que ça tombe un peu dans
c'est là l'importance d'avoir un bon gérant, parce que je veux dire, les réseaux sociaux, c'est une business à part. Ça serait dur d'inclure tous les revenus que tu peux avoir de ton Facebook, de ton TikTok. Ça serait pas dur, ça serait facile au bout. Ça serait facile d'avoir c'est des propres business que je peux pas dire. Non. Ils veulent pas le faire. Il va faire autant, qu'il soit à Milwaukee, qu'il soit n'importe où, il va faire autant d'argent parce que les réseaux sociaux vont le suivre. Qui va en profiter? C'est Milwaukee qui va en profiter. Tout va grossir. Oui, mais c'est ça. Fait que là, si tu attaches le joueur comme un gars, ça c'est un stock market. Ouais. Un stock market de Major League Baseball, un stock market de l'équipe, un stock market à chaque joueur. Fait que là, si le joueur, tu vas te dire, OK, le joueur va à Milwaukee, le stock de l'équipe de Milwaukee grandit. Fait que si tu grandis la game, puis le stock de Major League va grandir parce que tu as plus d'exposure d'un marché que tu n'auras jamais eu de toute façon. Fait que tu sais, un gars comme Matani, que, mettons, les games qui vont à Milwaukee, les games sont à TV au Japon. Mais là, ça fait grandir. Là, ils pensent pas juste. Tu vas au Japon, là, c'est les Yankees, puis c'est les Dodgers, puis peut-être les Red Sox. C'est à peu près tout. Là. Ou les Mariners depuis Suzuki. Non. Oui, c'est ça, excuse-moi. C'est vrai, Seattle, c'est. Ouais. Mais je pense que ça va donner une meilleure chance. Fait que c'est ça, je changerais un petit peu ça. Ça serait plus facile. Tu veux faire grandir le sport, là, veux pas, tu n'as pas le choix de changer la structure en place. Tu n'as pas le choix. Parce qu'un gars comme Skeens, là, il finira pas sa carrière à Pittsburgh. Là. Il n'est pas parti de la finir. Là. Non, mais ils ont perdu Holmes comme releveur. Holmes, c'est pas une super vedette, mais ils ont perdu dans aux Yankees, lui aussi. Ouais. Ils n'ont pas le choix de faire des décisions. Des décisions comme ça, tu sais, là, ils ne veulent pas gagner, ils veulent juste être assez bons pour avoir assez de spectateurs de payer le bill. C'est juste ça qu'ils font. C'est ça qui a de valeur. Là. C'est pas le propriétaire le plus populaire du baseball majeur. Moi, il m'a fait un lueur d'espoir non plus. Non, mais regarde, tu fais juste la mathématique là-dessus. Là. Pourquoi il dépenserait de l'argent quand il sait qu'il va juste avoir un certain montant de toute façon? Parce qu'il n'y a pas d'infrastructure en place qu'il ne peut pas le faire. Fait que, veut pas. Si moi, c'est mon argent que j'investis comme ça, je ne prendrais pas le risque de 150, 200 millions. Fait que ça, c'est ROI en anglais, là, c'est Return on Investment. Fait que, les Yankees vont avoir un bon retour par rapport à ça. Ils vont être capables de prendre un plus gros risque. Une équipe comme les Padres de San Diego, ils prennent énormément de risques. Ça va-tu payer? Ça n'a pas payé encore. Là, d'ici 1 an ou 2, là, à un moment donné, les gars qui payent 150 millions, qui payent 150 millions par année, dire, à un moment donné, c'est assez. Là. Ben, c'est pas juste ça, c'est que les gars vieillissent aussi. Là. C'est ça. Fait que ton ouverture de 2, 3, 4 ans que tu penses que tu vas avoir puis tu ne gagnes pas, là, comme qui est arrivé, là, ils n'ont pas le choix. Ils ont envoyé Soto. Ils ont envoyé Soto à New York. C'est la seule place qu'ils peuvent le payer. Quelle place d'autre? C'est à New York, New York. Quel côté de la ville? Ben, je pense qu'à quelque part, c'est parce que moi, Soto, je trouvais que c'était un des joueurs les plus surévalués, selon moi. Surévalué? Attends, oui. Bon, j'aime ça quand je déclenche ce genre de réaction-là sur Roger. J'ai pas dit qu'il était mauvais. J'ai dit qu'à un certain temps, je trouvais qu'il était surévalué. Puis vraiment, quel beau timing à la veille de signer un contrat, un nouveau contrat, que d'aller jouer à Yankee Stadium. Parce qu'il jouait avec Washington. Tu joues à Washington, la seule chose qu'à Washington, c'est une Maison-Blanche qui est controversée. Et ensuite de ça... Ben à San Diego, ça n'a pas été merveilleux non plus, on s'entend, mais toute l'équipe allait mal. Il a fait son travail, mais il est bon. Pas assez pour qu'on me parle d'un contrat de 50 millions par année, tu comprends-tu? Il est proche. Ben, il y a une belle fin de saison. Puis comme j'ai dit, bravo, je pense que le meilleur move ne veut pas faire, c'est de se rapprocher de la clôture des Yankees parce que clairement, ça aide ses chiffres présentement. Puis, regarde bien, là, l'argent va rentrer. J'ai pas dit qu'il était mauvais. J'ai dit que l'année passée, je trouvais qu'il était surévalué quand on parlait de lui, du contrat. Ah, j'aime ça avoir cette réaction-là, c'est parfait. On change de sujet. 450 millions qu'il a refusé. Ouais, ben là, il va l'avoir. C'est avec les Nationals qu'il avait refusé 450 millions. Facilement. Ouais. C'est... En tout cas, regarde, on reviendra là-dessus un moment donné. Moi, je vous amène ailleurs. Évidemment, étant dans plusieurs pools de baseball différents, je regarde tous les soirs, évidemment, les box scores, comme on appelle en bon français. Et... Je sais pas pourquoi, j'ai accroché ces Reds, mais je pense que c'est pas juste ça. Tu m'as fait remarquer qu'ils font ça depuis une couple d'années, mais il y a beaucoup d'équipes. C'est fou, non seulement d'avoir les line-up différents. Je parle non seulement de l'ordre des frappeurs, mais les joueurs, la rotation des joueurs. Il y a énormément de talent dans le baseball majeur, évidemment, aussi. Puis évidemment, tout avec les statistiques avancées, là, tu décides qui va... Au lieu de suivre ton instinct, tu vas regarder ta feuille de papier. Mais moi, je pose la question... il me semble que quand tu sais que tu vas être 3e, mettons même 4e, des fois frappeur, tu sais comment te préparer, tu sais que jour après jour, comment te mettre dans l'état d'esprit pour faire la job. Tu le sais. Il faut que je produise des points. Mais là, tu pars du 3e, l'autre met premier. Tu dis, OK, il faut que je me rende ses buts. Ah, là, je suis 5e, 6e. OK, il faut que je fasse avancer les gars, les faire rentrer. Là, je suis 9e. Ah, le coach m'aime plus. Tu comprends-tu? T'sais? Non, mais c'est à quel point que ça joue avec la tête des joueurs, ça? Mais gars, n'oubliez pas ce qui arrive là, de data. Fait que les autres, ils essaient juste à la place. Non, mais c'est vrai, c'est niaiseux. Là, ils essaient juste de matcher. Mettons le lanceur qui arrive, on va juste essayer de. À la place d'aller avec tes forces personnelles, comme mettons, moi, quand je lançais, là,
Mais OK, je savais exactement ce que moi, j'étais capable de faire. Puis je savais ce que le frappeur que j'allais affronter qui n'est pas capable de faire, mettons. Fait que, mais qu'est-ce qui est le plus important, c'est d'être capable de savoir, moi, mon rôle, c'est de faire ça. Fait que tu veux pas, tu t'adaptes. La routine est tellement importante. C'est ça que je pense qu'on oublie. On n'est pas capable de mettre ça, de quantifier la routine, le confort, des choses comme ça. Si moi, je sais qu'à chaque jour, je vais être le lead-off, mais je vais m'adapter, je vais me préparer mentalement. Je pense que, veux pas, il y a des équipes comme ça, peut-être même à Toronto, je pense qu'ils regardent trop les data. Tu sais, oui, c'est bon, c'est important d'avoir un blueprint, de savoir exactement ce que ton lanceur fait et ce que ton frappeur est capable de faire. Oui, mais le mettre d'une situation qu'on parlait, là, les joueurs, la raison pourquoi moi j'ai eu beaucoup de succès, parce que je savais que j'arrivais à un safe situation, c'était ma job. C'est ça. J'arrivais pas en première manche en tant qu'opener. Jusqu'à 5e, tu n'étais pas encore stressé. Ouais. Puis on ne te mettait pas en 7e non plus, parce qu'on t'avait dit, hey, embarque en 7e, ça serait posé des questions sur. Il reste encore une heure et demie. Regarde, quand je me suis fait échanger à Boston, moi, mon rôle a changé. Mon rôle était rendu. Il était difficile. C'était difficile, mais moi, c'était niaiseux, mais j'ai jamais pensé que j'aurais eu aucun succès à Boston, puis j'avais pas pensé que ça fait une grosse différence, mais veux pas, je regardais la game moins longtemps, mon rôle était différent, je faisais mon massage en 6e manche à la place de 7e manche. Tout change, veux pas. Mais c'est niaiseux, mais c'est des variables comme ça qui ne rentrent pas en ligne de compte quand tu regardes juste le data. Fait que je pense que les Reds, un petit peu, oui, ça peut changer. OK, ça va-tu te donner un succès par rapport à un frappeur ou deux frappeurs qui vont avoir un meilleur succès? Oui, peut-être pour une game, mais pour une saison de 162 games, je pense pas que ça ait vraiment un gros effet. Puis premièrement, s'ils sont capables de dire oui, on a raison pourquoi on fait ça, parce qu'on a vu que ça va changer exactement, on va faire 25 points de plus, puis on va en accorder moins, mais tu sais, tu peux pas avoir vraiment de bonne data qui va dire oui, ça change énormément. Parce que le problème, c'est qu'ils vont un contre le frappeur, contre le lanceur. Tu sais, oui, mais en contexte, on parlait de contextual data qu'on appelle là. Ça vaut-tu la peine de changer un rôle à chaque jour? Un gars qui est lead-off, qui va, OK, sa job, mettons, dans le temps, c'était de prendre le plus de lancers possible pour montrer aux autres joueurs en arrière de toi quelle sorte de top il y a aujourd'hui. C'est ça un peu le rôle. Là, ça va changer. Fait que, les joueurs, peut-être qu'il y a des joueurs qui sont capables de s'adapter, ça se peut. Mais le risque que tu prends, je pense que ça vaut pas la peine. Le gros changement qu'on a, que les équipes moyennes, c'est ça qu'on a. Les équipes qui ne gagnent pas, l'alignement change toujours. Tu regardes les équipes qui gagnent, tu regardes les Dodgers, c'est toujours les 5 meilleurs frappeurs qui sont toujours là. On joue avec le bas de la formation, j'ai pas de problème. Tu t'en vas avec les Yankees, même chose. Judge, il allait nulle part. Ils ont dit, soyez pas inquiètes. J'ai fait le match des Yankees, puis François Paquin m'a dit, puis comment ça en passe de Judge? Sois pas inquiète. Il va frapper ses 40 coups de circuit. Il va y arriver. Donne-y le temps. C'est comme Guerrero. Là. Guerrero se met à frapper. Ces joueurs-là, les frappeurs, les meilleurs, ils redeviennent qui ce qu'ils sont. Mais avec les équipes ordinaires, c'est là que tu changes ta formation. Je regarde les Twins. Pourquoi que les Twins changent complètement? Ils n'ont pas de joueur vedette. Tu sais, t'as Edouard Julien qui fait un excellent travail comme premier frappeur, mais t'as pas de Ricky Anderson qui est là. Tu fais le tour. Il n'y a pas d'Aaron Judge, il n'y a pas de Guerrero. Alors, il change sa formation par le nom des joueurs, pas nécessairement où tu frappes. La façon qu'il utilise Edouard, c'est incroyable. Là, justement, qu'Edouard fait, gaucher, pas gaucher, il frappe. Là. Il frappe. Là, il vient tranquillement dire au son gérant, veux-tu t'asseoir là, jusqu'à me frapper. Mais moi, changer l'alignement comme ça, c'est parce que tu n'as pas une bonne formation. Non, puis tu sais. Vas-y, excuse. Non, mais les Twins, pour moi, c'est un bon exemple parce que moi, j'adore ce que j'aime des Twins, tu l'as dit, ils n'ont pas de grande vedette depuis longtemps. Il y avait Byron Buxton. Oui, mais dans une autre division. Mais dans une autre division, c'est pas la même chose. Là. En fait, c'est l'autre, j'allais poser cette question-là plus tard, mais je vais la poser tout de suite parce que. On a une belle surprise. Les trois, on était d'accord quasiment que la semaine passée que l'équipe surprise cette année, en fait, s'il va y avoir des Orioles deuxième partie, ça aurait peut-être Kansas City. Là, on regarde le départ des Guardians et je suis content parce que, tu sais, je veux dire, moi, j'ai adoré Terry Francona, mais tu sais, je suis content de voir aussi que l'équipe était bien construite. Même chose du côté, on vient de dire des Twins, mais c'est-tu ces équipes-là qui se sont améliorées ou quand tu joues, évidemment, dans la division centrale, contre les White Sox sont là, puis... sont où les surprises cette année? Encore comme l'année dernière? Division centrale. Sont là les surprises. Parce que, écoute bien, division centrale, t'es pas obligé de te battre contre les grosses équipes. Là. Pas obligé de te battre contre les Dodgers. Pas obligé de te battre contre les Yankees. Grosse différence. Grosse différence. Mais moi, ce que j'aime des Twins, puis ça fait longtemps qu'ils pratiquent ça. Ils n'ont pas peur de dépenser de l'argent de temps en temps, à part Correa, que j'ai jamais compris, mais ça, bon, je suis pas un fan, mais ça, c'est il fait le travail personnel. Oui, mais pas ce salaire-là. Non, mais pour moi, c'est un bel exemple d'une équipe de col bleu. Les gars s'adaptent vite, les gars jouent bien. C'est peut-être l'exception à la règle dont on parle depuis tantôt. Je pense que les gars, ils savent que c'est une équipe qui, justement, l'ordre des frappeurs va changer. On n'est pas des grandes vedettes, c'est tout le monde met l'épaule à la roue. C'est la seule façon de fonctionner, puis ça fonctionne.
100% non, mais gars, n'oubliez pas, là, Garnier, dans le temps, avec Joe Vavra, dans le temps qu'il était avec les Dodgers, eux autres, c'était pitching, defense, fundamentals. C'est juste ça. Puis je pense que c'est vraiment une culture. On parlait de culture, là, mais je pense que c'est ça qui est vraiment important avec les Twins. Oui, tu peux mettre des superstars, mais tu vas changer ton plan de match par rapport à ta culture au complet parce que tu as un Aaron Judge. Tu peux pas faire ça. Fait que je pense surtout une équipe comme ça qui n'a peut-être pas autant d'argent que les Yankees, des choses comme ça. Fait que c'est important d'avoir la culture, que les joueurs buy into the culture, tu sais. C'est niaiseux, mais c'est le même. OK, bunter, get the man over, être capable de faire les petites choses que tu es en contrôle. Tu peux pas contrôler qu'à chaque jour, tu vas frapper 40 home runs par année. Tu peux pas, mais tu es capable de dire, OK, ce gars-là, il va être là, présent tous les jours, il va courir tous les roulants, il va être bon défensivement, solide défensivement. Fait que ça, c'est des contrôlables que tu peux avoir. Puis les home runs, c'est le fun. Là. C'est sûr que tu vas en avoir. C'est pour ça qu'ils ont signé Correa parce qu'il met un genre... Exactement, la longue balle, il en a besoin. Mais tu sais, c'est le même des bonnes équipes. Une équipe comme Cincinnati, là, ils ont besoin de faire ce que les Twins ont fait. C'est avoir une bonne structure de faut qu'il rajoute des vétérans. Pitching and defense. Ouais. Faut qu'il rajoute des vétérans. Pas des vétérans de 35-40 ans, des vétérans d'une vingtaine d'années qui vont donner du succès. C'est ça qui manque aux Reds présentement. Ben moi, c'est quoi? J'aurais signé Joey Votto un petit contrat, j'aurais donné un peu ce qu'il veut. Ouais. Après tout ce qu'il t'a donné, mais ce qu'il apportait dans le vestiaire, puis on voit la différence. Exactement ce que tu viens de dire. Qui a remplacé Votto? Personne. C'est beaucoup de potentiel dans cette équipe-là. On parlait justement de changer le line-up, des choses comme ça. Un gars comme Joey Votto qui était supposé de gagner un job à Toronto, ça marche pas de même. Parce que moi, j'ai trouvé ça un manque de respect envers Votto de dire c'est entre toi et Vogelbach. J'ai trouvé ça un manque de respect total. Mm-hmm. Mais je pense que, d'après moi, c'est pas compliqué. Les Blue Jays ne voulaient pas le signer. Ils l'ont juste signé parce que les médias ont dit, gars, là, on a un Canadien qui ne signe pas, pourquoi tu ne ramènes pas à la maison? Ouais. C'est un petit peu pour ça. C'est ça qui est de valeur. Il y avait le Vogelbach dans leur tête, c'est correct. Mais s'ils pensent qu'un gars comme Votto, il va arriver là, il va se battre pour un poste, c'est pas de même. Les joueurs, là, ils arrivent là, il va faire la première semaine, la deuxième semaine, il fait juste swinger tranquillement, il fait juste inside-out. C'est tout. Il y a un processus qui se passe que lui, il va être prêt à Game 1. Même s'il y a un mauvais mois, il s'en fout parce qu'il sait que c'est 162 games. C'est complètement différent le minding qu'un jeune homme qui arrive pour se faire prouver. Il arrive un jeune homme, un jeune de 22, 23 ans qui arrive là, man, il est full board, il capote ben raide, il est tout content d'être là. Un gars comme Votto, il dit, hey, ça fait 20 ans que je suis là, je sais ce que j'ai besoin de faire, je suis un professionnel, j'ai confiance en ce que je suis capable de faire. C'est ça la différence. Et tu ne l'as pas maintenant. Un gars qui est jeune, non, c'est ça. Fait que lui, il était déjà à l'aise à Cincinnati avec les jeunes qui le croyaient. Tu sais, c'est un coach d'extra que t'as, là. Ouais. C'est ça qu'on oublie un peu. Là. Imagine-toi les Jays présentement là, avec Turner et Belt. C'est pas la même équipe. C'est pas la même équipe. Tu as deux vétérans qui savent comment... Regarde, combien de fois l'année passée on entendait les joueurs crier dans l'abri « MVP, MVP », c'était Belt. Belt, c'était pas MVP, mais pour eux autres, il représentait beaucoup. Et c'est ça que les Jays manquent. Et moi, je vois Turner avec lui, là. Oh, quelle différence. Quelle différence. Et justement, ben, la question est évidente. Comment ça se fait? Je veux dire que tu sois un coach, un directeur gérant, oublie le propriétaire pendant 2 secondes. C'est supposé être des gars de baseball. Je veux dire, comment tu ne peux pas voir? Faut que tu sois un gars de baseball. C'est flagrant. Non, mais Max, ces gars-là apportent. C'est là que tu oublies. Les personnes qui sont tellement intelligentes comme ça, qui ont allé à Harvard, qui sont allées, tu sais, sont vraiment intelligentes, mais ils ne comprennent pas c'est quoi intangible, que je parle en anglais, mais intangible, c'est quoi un leader? C'est quoi ça veut dire? Ça veut dire quoi? Ça veut-tu dire qu'il parle tout le temps? Il y a des leaders qui ne disent pas un mot. Tu sais, lead by example. Il y a des leaders qui vont faire sentir les jeunes à l'aise. Ils vont des gars qui vont parler, ils vont faire une joke de temps en temps quand le monde commence à stresser avec les jeunes. C'est ça un leader. Mais quand tu enlèves ça, de ta recette gagnante, là, c'est là que tu vois les équipes qui ne comprennent pas comment gagner. Une Cincinnati, ils n'ont aucune idée comment gagner. C'est pas compliqué. Saint-Louis, regarde à Los Angeles. Saint-Louis. Regarde à Los Angeles. Pourquoi tu penses qu'ils ont signé Clayton Kershaw? Oui, c'est Clayton Kershaw, c'est un Hall of Fame. Et ils comprennent c'est quoi. Quand Clayton Kershaw, quand il rentre dans le clubhouse, là, tout le monde regarde ce qu'il fait. Tout le monde copie ce qu'il fait parce qu'il y a eu du succès. Puis il n'y a aucun impact dans l'équipe sur le terrain. Là. Je pense que la valeur sur le terrain, c'est OK, oui, il va avoir l'impact un petit peu, des choses comme ça, mais lui, le fait qu'il s'entraîne avec les joueurs, qu'il fait la réhabilitation avec les joueurs, qu'il se promène, qu'il voyage avec les joueurs, c'est Clayton fucking Kershaw, man. C'est Kershaw. Excuse mon français. Non, ce mot-là, c'est correct. Dépassez pas ce mot-là. Mais les jeunes... Non, mais tu sais, les jeunes vont regarder Clayton qui s'entraîne à tous les jours. Un gars comme Roy Halladay dans le temps, là, qui s'entraîne comme un malade, mais ça l'influence les jeunes. Mais ça, tu peux
t'as aucune data, t'as aucune statistique, t'as aucun rien qui peut dire c'est la raison pourquoi on le paye 20 millions. Tu sais, la raison du 20 millions, mettons, je ne dirais pas 20 millions, mais un gars comme Jeter qui ont payé 40 millions, je pense. Là. Mais 40 millions, c'était pas à cause qu'il était bon. Il faisait 230, 240, 250. À l'intérieur de l'équipe. C'est un gars qui est capable de gagner. Exactement. Ben, c'est ce que je veux dire. C'est une force stabilisante. Tu ne vas pas croire qu'en 20 ans, il n'y a personne à Cincinnati au deuxième étage qui a compris l'importance d'avoir un Joey Votto. Puis dans ta face, cette année, ça apparaît. Puis je reviens encore avec les Jays. Tu sais, on parlait évidemment, je pense qu'il y en a qui sont déconnectés, mais je veux dire, à un moment donné, on est tous capables de comprendre 2 + 2 = 4. Vous êtes des experts, c'est normal que vous ayez cette observation-là, mais si moi j'observe qu'il manque d'expérience, des joueurs d'expérience... Je vais te parler de l'autre côté, par contre. Okay? Je vais te parler de côté, là, c'est le côté administratif. Le côté administratif, là, tu dis, est-ce que cette année, je gagne? Ça, c'est la première chose. C'était les Jays, oui. C'était le but. Je ne parle pas des Jays, je parle de n'importe quelle équipe. Non, j'ai pas de chance. Je ne dépenserai pas 20 millions pour un joueur. Mais là, si les Reds, on parlait tous des Reds comme étant peut-être favoris pour gagner la division, puis les Jays voulaient se battre avec... On vient sa structure économique, 2-3 millions qui sont pas capables de rentrer, qui ne se rendent plus d'être TV deal, des 2-3 millions qui vont faire la grosse différence. Là. Tu veux pas, à chaque move que tu fais, tu vas avoir ton boss, hey, c'est correct, je te pense ce 2-3 millions-là. Ouais. Ils marchent à une marge d'erreur qui est vraiment... Ta marge de crédit n'est pas trop haute. Non. Et c'est comme tu dis, c'est le gars d'Harvard qui décide. Le gars d'Harvard, lui, là, c'est le gars le plus important au sein de ton équipe. Ça change encore, ça change un petit peu. Je veux dire, je peux pas dire, dans le temps, c'était un petit peu plus comme ça, le Moneyball qui est vraiment... Oui, mais je peux pas dire, mais quand tu vas aller signer un gros joueur, là, ton gars en haut, là, qui a le livre devant lui, là, t'es mieux d'avoir une bonne raison de le signer, sinon tu... Mais les gros joueurs, c'est facile de signer. On parle pas d'eux autres, c'est des belts. Exact, on parle des joueurs, c'est ça, on parle des joueurs de support un petit peu, ou des joueurs de vétérans. Exactement. Les gars comme ça qui vont faire un impact, pas juste sur le terrain, qui vont être capables d'expliquer. Tu sais, le problème, c'est que les gars qui sont en charge, qui font les décisions, mais ils comprennent pas c'est quoi d'être un clubhouse, ils comprennent pas c'est quoi de voyager, ils comprennent pas c'est quoi de prendre une bière avec ton joueur, que ça fait il est 0-40, puis le gars qui va arriver là, il dit « Hey, don't worry about it ». Il va faire sentir un petit peu moins... plus confiance. Ils ne comprennent pas c'est quoi la différence. Ils ne comprennent pas que juste une communication avec un joueur vétéran peut changer la saison complète. On le vit cette année. On le vit cette année avec les Jays. Il écoute qui, les frappeurs? Turner? Quand Turner se parle, je vais te parler, tu l'écoutes. Bichette te parle, tu vas l'écouter, mais c'est pas Turner. Là, tu as eu Turner et Belt. Ça a été incroyable. Incroyable d'avoir les deux ensemble. Mais c'est pas juste ça. Ben, en fait, justement, de l'entendre d'un coach, c'est une chose. Fais-toi-en pas le kid, ça va passer à travers. Mais de l'entendre d'un autre joueur, un vétéran, c'est pas le même impact. Ton père peut dire ce qu'il veut, mais c'est pas le même impact. Exactement. C'est clair de dire ça, mais c'est ça. J'ai 2 enfants qui peuvent te confirmer exactement ce que tu viens de dire. Ça, c'est clair. Avant qu'on passe, évidemment, à nos prédictions de la Ligue américaine, moi, je veux quand même faire un beau clin d'œil. Parce que dès que tu as dit Moneyball, j'ai flashé parce que les As d'Oakland, honnêtement, on pensait que c'est eux autres qui auraient la fiche des Marlins ou bien des White Sox présentement, qui auraient peut-être une main en bas de 10 victoires. Et notre cher Abraham Taureau National qui frappe quasiment pour 300. Ils ont donné la chance la première fois de sa carrière. Finalement, à 27 ans, il y a une belle maturité. Puis moi, je l'avais croisé pendant la saison morte. Puis tu sais, je sais pas si c'était... Moi, je pense qu'Abraham, c'est quelqu'un de très transparent. Fait que je pense pas que c'était un front... C'est sûr que ça l'affecte un peu. 4 équipes en 4 ans, à un moment donné, tu fais OK, là, je veux dire, mais je le trouve fort. Je le trouvais focus cette année. Puis je pense que Oakland a fait une bonne job de le rassurer. Évidemment, tu sais jamais si c'est un écran de fumée puis c'est de la bullshit, comme on dit en anglais. Mais je l'ai vu, moi, j'ai rencontré cet hiver avant de partir pour le camp d'entraînement. Il était soulagé. Es-tu surpris, toi, sa performance? Oui, puis non. Non, parce que je le connais présentement. Je le connais personnellement. C'est une personne qui ne va jamais lâcher. Tu sais, moi, j'y parlais pendant que tout le monde capotait, ça irait pas bien, mais le monde ne comprend pas comment c'est dur à des majeurs. C'est facile, je ne veux pas dire que c'est facile, mais se rendre des majeurs, c'est une chose. Mais rester des majeurs, là, être constant à tous les jours, à 162 games, c'est complètement différent. Mais il n'a jamais lâché. Il a tout le temps été ouvert à toutes les suggestions. Exactement. Les suggestions, les discussions que tu as eues. Tu sais, il est vraiment mature. C'est bon de ne pas être bon tout le temps. Tu sais, c'est bon de savoir, OK, tu regardes à quelque part, c'est quoi qui marche, qu'est-ce qui marche pas. Tu regardes un gars de vétéran. Quand il était avec les Houston, là, tout ce qu'il a fait avec Houston, quand il a eu la Série mondiale avec eux autres, tu sais, c'est des choses que tu peux pas enlever. Là. Le point que tu soulèves là, à Houston, quand je suis allé au camp d'entraînement, je suis allé à Altovi, parce que j'étais content de parler à un gars de ma grandeur un peu, et je lui ai parlé justement de Taureau. Et ce qu'il m'a dit de Taureau, j'ai tombé un peu en arrière. Il dit, lui, avec les jeunes latins, là, c'est lui notre traducteur. C'est lui qui passe les messages. C'est lui qui maîtrise ce qui se passe avec les jeunes. Là, c'est Altovi qui te parle de Taureau. Il n'y a pas la à me dire ça.
qui me dit, Taureau, c'est ça son rôle. Là, tu le vois aller aujourd'hui, puis il le fait encore. Tu mentionnais tout à l'heure les différents meneurs. Il y en a des silencieux, il y en a qui dansent, puis il y en a que tu ne vois pas à l'extérieur. Et Taureau, dans son cas, lui, c'est le gars que tu ne vois pas de l'extérieur, mais qui prend beaucoup de place à l'intérieur. Clairement, j'ai toujours entendu ça. Puis, il est toujours souriant. Et moi, honnêtement, c'est drôle parce que je suis vraiment content de personne va y voir justement son troisième dans l'Ouest présentement. Ouais. Il joue presque pour 500. Il joue bien. Qui aurait pensé ça? Je veux dire, non, mais sérieusement, et puis là, je me dis, je pose la question. On va faire les playoffs à Sacramento. Ça va être. Ça serait-tu extraordinaire d'avoir une game de. J'aimerais tellement ça, voir ça. Là. Oui, ça, c'est le fun, hein? J'aimerais tellement ça. Surtout en plus que le stade, c'est-tu approuvé à 100% qu'ils vont avoir un stade? Je pense que c'est même pas approuvé encore. Hein? Ben, ils ont dit qu'on va le faire, mais c'est pas encore. Ils n'ont pas commencé à pelleter, là. Il n'a pas commencé. Non. C'est peut-être nos expos, ça. C'est peut-être nos expos, ça serait le fun. Ah, je ne dis pas non, là. Ah, tu penses? Mais le move est officiel quand même à Vegas. Fait que, je veux dire. Non, mais là, je ne sais même pas si c'est officiel encore. Il n'y a pas de stade encore. J'ai hâte de voir. C'est comme Tampa. Tout le monde parle de Tampa, un stade. La pire décision que le baseball majeur a faite, c'est pas d'avoir accepté ce que c'est que les Jays, ce que les Expos et Tampa voulaient faire. Parce que c'est le baseball de demain. Je regrette, c'est le baseball de demain qu'on va faire des partages. Sans aucun doute. Parce que quand ils l'ont fait avec Porto Rico, pour les gens de Montréal, c'était l'abandon. Non, mais tu comprends, c'était comme genre. C'est comme on est en garde partagée, on t'enlève ton équipe tranquillement. Oui, mais si tu le vends comme il faut, là, ça va passer à travers. Parce que tu as trop de villes disponibles, mais pas assez de villes disponibles pour faire vivre une équipe. 81 matchs à domicile. Et tout ça qui va ensemble. Tu sais, tu prends comme Pittsburgh, tu t'en vas avec Oakland, tu t'en vas avec Kansas City. Moi, je pense. Tu peux faire moi, je pense incroyable. Le concept, j'adore le concept. Le problème avec ça, c'est de vendre aux joueurs d'être. Dans 5-6 ans. Dans 5-6 ans. Il y a des familles là-dedans, il y a des enfants à l'école, là. Il y a bien des choses à considérer. Non, achetez-moi pas les enfants. On parlait. Eric va. Non. Non, mais on parlait. Eric, s'il vous plaît. Non, Eric va t'interrompre pour une des rares fois aujourd'hui. Parle-moi des enfants. Quand quelqu'un me dit que des enfants sont à l'école en début d'année dans la ville, il n'y a pas trop. Là. Sauf est-ce que c'est vrai? Non, c'est pas un problème. Là. Non, c'est juste non. Ce que je veux, c'est à tous les enfants qui nous écoutent, n'allez pas sonner chez Roger à l'Halloween, s'il vous plaît. Mais les Expos puis Porto Rico, ils l'ont essayé. Là. Ils l'ont essayé un petit peu. Fait qu'il ne faut pas oublier qu'ils l'ont déjà quand même essayé un petit peu. Ils savent c'est quoi. Porto Rico l'a fait. Fait que c'est pas étrange non plus. Mais écoute, veux pas, là. Moi, ce qui se passe avec les Rays, il me semble que c'est plus ça a l'air plus d'une équipe qui essaye de dire oui, on va avoir un stand, fait que la valeur de l'équipe monte énormément, puis ils vont le vendre. C'est exactement ça. Qui est arrivé. T'as frappé dans le mille. C'est la même affaire qui est arrivée avec les Coyotes ici. Ils disent ah oui, on va avoir un stand, mais tu sais qu'ils voulaient vendre l'équipe. Donc, il fait juste monter la valeur de l'équipe. Tu sais, veux pas, si c'est une équipe sans stade ou une équipe avec un stade qui ne vaut pas la peine. La valeur de l'équipe est quoi? Elle vaut-tu 1,9 milliard? Elle vaut-tu 2 milliards ou elle vaut-tu 500 millions? Fait que c'est une grosse affaire. Tu sais, c'est une équipe quasiment sans homeless team. C'est ça on avait un stade fantôme qui a fait monter la valeur de l'équipe à Pittsburgh. Pittsburgh aussi, mais au moins le stade est arrivé. Ouais. Mais ça en allait les autres aussi. Ben, les Marlins, un autre bon exemple. Marlins. Notre cher ami Loria qui, là, tu veux pas que je ne sacrerai pas, mais vous l'entendez dans ma tête, tous les mots qui se passent présentement. Je m'excuse. Moi, Loria, là, j'ai rien compris. Moi, ça, c'est MLB. On a non. tout le temps. Non, mais regardez ce qui est arrivé avec les Expos. Là. C'est pas compliqué. Là. Ils voulaient une équipe à DC. Qu'est-ce qui est arrivé? La même affaire qu'ils ont faite. Tu sais, c'est de valeur, mais c'est la job de MLB de savoir c'est qui vos propriétaires. C'est faire c'est ça que tu as proposé. Quand tu amènes des propriétaires d'une équipe, là, quand tu amènes des propriétaires qui vont faire des décisions, tu n'amènes pas juste... Les propriétaires ne sont pas propriétaires juste d'une équipe. Ils sont propriétaires de 1/32e de la Ligue. C'est ça. C'est ça qu'ils oublient. Tu n'es pas propriétaire d'une équipe à Phoenix. Tu es un propriétaire... Tu es un stockholder qui appelle dans la compagnie qui est MLB ou dans la compagnie qui est NHL. Tu es 1/32e de la valeur de MLB. Fait qu'oublie pas que les équipes, là, ils communiquent tous ensemble. Là. Ils sont tous ensemble pour eux autres, puis ils veulent savoir c'est qui. Ça, c'est un country club de milliardaires. Le pire... Ouais, mais moi, c'est quand tu commences à jouer avec les joueurs, c'est comme... Le pire que Loria... Donc, tu vois qu'il n'était pas si bon que ça. John Henry, ce qu'il a fait, avec les Marlins, il a gagné. Il a vidé les Marlins. Il est arrivé avec les Red Sox, il a gagné, puis il a vidé les Red Sox. Et là, il est rendu dans d'autres entreprises. Lui, il veut faire de l'argent. Il joue la carte. On oublie comment...
Oui, mais Roger, tu oublies comment il est arrivé, comment les Red Sox n'ont même pas été vendus, ont été donnés à John Henry. Ils étaient supposés être vendus aux enchères. Ça, c'était illégal de faire ça. N'oubliez pas, parce que tout l'argent qu'elle a là, il a tout à la chose alentour. Fait que tu oublies qu'est-ce qui est arrivé les expos qui étaient donnés avec les Marlins, que les Marlins ont été donnés à John Henry, les Red Sox. Exactement ça. Tout ce qui est arrivé là, c'est tout Bud Selig qui a fait ça. C'est pas arrivé un à la fois. Là. Non, ça fait longtemps. Vous me donnez tellement espoir en l'humanité et le futur qui nous Mais c'est la réalité. Je sais, mais c'est John Henry. Qu'est-ce que John Henry a fait? Puis il passe partout. Quel bon monsieur, je m'excuse. Là. Puis là, il y en a avec non, mais John Henry a fait comme tout le monde aurait fait avec l'argent. Il a regardé je ne le pas. Le meilleur investissement qui était à Boston. Le problème avec ça, c'est que MLB, ils ont fait ça un petit peu croche parce qu'ils ont donné déjà avant aux enchères. Fait que, tu sais, si tu veux pas, tu sais, tu peux pas faire ça, c'est illégal. Les Red Sox... Il y a un lawsuit justement après parce qu'il y a un 200-300 millions qui ne pas là. Tu sais, faut pas oublier comment ils bougent des pions, aux autres. Là. La même affaire qui est arrivée dans la NHL, la même affaire qui arrive, là, ils font la même erreur avec Oakland. Ils n'ont aucun stade encore d'approuver. Ils ne savent pas exactement ce qui va se passer. À Tampa, ils ne savent pas non plus ce qui va se passer. Tu sais, c'est un moment donné, tu dis, voyons, là, il faut que tu fasses des devoirs, tu regardes c'est qui est propriétaire. Un marché, on va recommencer avec les Coyotes. Je pense que le marché a tellement grandi, tellement grossi. Dans le temps, les Coyotes, c'était juste une place que les mauvaises décisions, on envoyait les joueurs là. On envoie les mauvais contrats, on envoie ça là parce qu'ils vont le prendre de toute façon. Ils ne veulent pas gagner, ils ne peuvent pas gagner, ils n'ont pas l'argent. Là, qu'est-ce qui arrive? Le marché en Arizona est quasiment là, c'est un top 7-8 en Amérique du Nord. Là, il est rendu gros. Sport, là. Mais là, le problème, les propriétaires n'étaient pas capables de payer le joueur à une équipe gagnante. Fait que tu ne peux pas avoir un marché qui va toujours perdre. Qu'est-ce qui t'arrive? On va le déménager, on va mettre un autre propriétaire, Puis l'autre marché va endurer les pertes. Ils ne veulent pas long terme. Ils font juste l'argent. Ils veulent juste penser à l'argent. C'est ça qui a de valeur. Mais là, je pense que ça commence à bite them back in the ass, là, parce que tu n'as plus de revenus qui rentrent de partout. Là. C'est pour ça, Eric, je te dis. Mais là, tu l'as plus. Là. C'est pour ça que ça vrai que l'Association des joueurs, en temps et lieu, ça va arriver que je te mentionne là, on va jouer dans certaines villes. On le fait au football. On le fait au football. Ouais, on le fait une fois dans la saison. On va aller en Europe pour faire le sport. Mais... Une fois sur 16, ça fait combien de pourcentage? Ah, ça m'a d'accord. Mais, tu sais, je veux dire... Une fois sur 8, mais excuse-moi. Il y a quelque chose d'exotique. On va aller jouer à Londres, on amène la famille, mais là, tu dis, OK, je vais passer 6 semaines au Mexique ou au Japon. Mais t'as l'air que tu vas l'avoir au aller jouer en Europe. À la place d'aller jouer en Europe, qui est le plus proche de l'Europe, c'est Montréal. C'est ça. Mais ça va arriver peut-être. Mais, tu sais, quand ils ont essayé, les Blue Jays venir ici, ils ont vu que ça marchait. C'est là qu'ils ont eu peur. Baseball majeur, il dit, wow. Arrête, c'est sérieux. Ça va marcher, mais dans le climat présentement, dans l'infrastructure, dans tout ce qui se passe avec l'argent, ça n'arrivera pas présentement. C'est l'argent canadien, change tout. Non. C'est la grosse variable. Tu sais, que c'est comment que ça va arriver, comment il faut que tu changes ça, il va être tout un blockchain, tout le monde va travailler sur le blockchain, il n'y aura pas d'inflation, il n'y aura pas de choses comme ça. Il y a beaucoup de choses qui vont changer, mais tu sais, veut pas, ils n'auront pas le choix de faire quelque chose. Parce que Montréal, c'est un gros marché. Le point que tu as soulevé tout à l'heure, c'est que les propriétaires sont au courant de tout. Jusqu'à la veille, qui s'est fait dire non, il s'était fait dire oui, M. Bronfman. Jusqu'à la veille, là. Jusqu'à la veille, le commissaire du baseball, il avait dit « Sois pas inquiète, ça s'en vient. » Le lendemain, ça passe pas. Wow. Puis je comprends pas, parce qu'en plus, Bronfman a aimé les autres propriétaires aussi. Tu vois à quel point que maintenant, le cash va toujours passer avant l'amitié. Je veux dire, dans ce monde-là, c'est vraiment... c'est un rush d'adrénaline de faire autant d'argent. On parle sans aucun doute, avec raison, c'est que Selig a fait. Mais qui était le bras droit de Selig quand les Expos sont partis? Ah, il est commissaire aujourd'hui. Mais pourtant, c'est lui aussi qui parle de ramener une équipe à Montréal. Ah, ben oui. Il a le droit de ramener ça. Il a le droit. Mais à toi, une fois qu'il ramène Montréal, il rajoute toujours 4 autres villes. Qu'il arrête de mentionner 4 autres villes, il dit qu'on s'en va à Montréal. C'est pas compliqué. Ils font juste mettre les enchères. Les 2 prochaines équipes qui vont emmener, c'est qui l'équipe qui va. C'est quelle la ville? Premièrement, c'est Nashville. Là. C'est pas compliqué. Là. Il n'y a pas d'autre place que Nashville. Premièrement, c'est numéro 1, ça c'est sûr. Veut pas avant toutes les autres villes en Amérique du Nord. Puis après ça, les autres villes, tu parles de Portland. Mexico City. Mais ça fait longtemps que c'est mentionné le Mexique. Montréal, Mexico City, Nashville. Mais Montréal, notre problème présentement, il s'appelle Stade, numéro 1. Et numéro 2, est-ce que le groupe de propriétaires qui était prêt? Ils sont insultés, ces gens-là. Trompez-vous pas, là. Les gens qui ont décidé de mettre l'argent là, comme garantie, sont insultés de s'avoir fait traiter. C'est des gens d'affaires, là, qui... Écoute bien, il y en a qui pourraient acheter 3 fois chaque équipe, là. Ils ont tellement d'argent. Parce que c'était un groupe d'affaires qui était riche. Et se faire... Manque de respect total du baseball majeur, ces gens-là sont blessés. Ils sont réellement blessés. Mais moi, tu sais, on parle de marché depuis tantôt. Mais c'est pas, je me dis, moi, excusez-moi.
Tu regardes les propriétaires, et où leur argent qui investissent, les milliardaires, et où leur argent? Beaucoup de propriétaires, leur argent était dans le cable TV. C'est ça. Là, ça change. Ça change. Qu'est-ce qui va arriver? Fait que tu regardes les propriétaires qui n'ont pas de cable TV, c'est quoi? C'est des casinos? On oublie ça. Arizona, ça n'a pas marché non plus. Fait que le monde qui a fait de l'argent avec les casinos, on oublie ça. Le monde qui font de l'argent avec le câble, on oublie ça. Fait que toi, tu regardes, c'est comment, eux qui ont fait de leur argent, les milliardaires. Fait que tu sais, veux pas, dans le monde qu'on vit présentement, là, il y a tellement de variables. En plus, au Canada, on parle du dollar canadien qu'il peut descendre, monter de 10 à 15 %. C'est beaucoup d'argent, ça. Surtout sur une base quotidienne. Mais je vous écoute parler depuis tantôt, puis tous les marchés potentiels, puis des fois, je me dis, tu sais, ce qu'on voit en Europe, justement, mettons en Angleterre avec le foot, ben, partout en Europe, tu sais, la division 1, division 2, division 3, je sais pas si à quelque part, ça ne viendrait pas intéressant dans plusieurs années d'avoir des marchés secondaires qui ont leur équipe, puis d'être capable de temps en temps de monter. On l'a. Mais dans quel sens? Football collégial. Oui, mais c'est pas la même affaire. Là. Si on parle d'université, on parle des études. Non, mais ce que je veux dire, c'est la même chose. Tes grosses universités font beaucoup d'argent. Le deuxième en fait moins et ton junior college en fait moins. C'est la même chose que le système en Europe de soccer. Même chose. Non, mais tu sais, si on avait, je te dis n'importe quoi. Le baseball majeur était un marché de 20 équipes. On dit n'importe quoi, je ne vais pas prendre le même chiffre qu'ils font en Angleterre. Il était un marché secondaire pour les villes, justement, un peu plus, tu sais, je te dirais les San Antonio de ce monde ou les Montréal de ce monde, qui sont en deuxième division, mais ça reste encore des joueurs professionnels, peut-être qu'ils vont payer moins cher, mais qui sont capables, puis là, tu relègues basé sur. Moi, je trouverais pas ça intéressant de les copier le modèle ça s'appelle 3A, 2A, A. Oui, mais t'appartiens déjà à une équipe, tu comprends-tu? Tu sais, c'est ça l'affaire. T'sais. Mais en tout cas, c'est un flash que j'ai eu. Hey, on passe au moment plus léger parce que là, on est tellement rendu profondément ancré dans la business. On s'en va avec nos prédictions des gagnants de la Ligue américaine par chaque division. Évidemment, notre partenaire officiel de Paris Sportif, ici à la Poche Bleue, Bet365. Jouez responsablement, c'est toujours ce que je vais dire, comme n'importe quoi dans la vie. On l'a fait la semaine passée pour la nationale. Donc, cette semaine, on commence avec nos prédictions pour la division Est dans l'américaine. Je vous laisse parler en premier, messieurs. Êtes-vous d'accord avec ce tableau? Vas-y, mon homme. Ah, OK, je vais commencer. C'est pas ordinaire avec toi. Orioles, Yankees. Moi, écoute, j'aime pas les Orioles parce que Max, ça fait 2 ans qu'il m'achète avec ça, mais je pense que je commence à y croire un petit peu plus. Là. Et là, les Orioles, j'aimerais ça au-dessus. J'aime mieux les Orioles que les Yankees parce que les Yankees, tout le monde va choisir les Yankees. Mais l'Oriole, je pense que c'est l'équipe que je choisirais aussi. Je pense qu'ils ont prouvé que ça va bien, mais le closer. Il va-tu avoir un closer? Qu'est-ce qui se passe avec le closer? On parlait de Romano. Là-bas, ils vont avoir besoin d'un closer à quelque part. Fait que je pense que s'ils sont capables d'avoir un bon releveur numéro 1 en arrière, dans le back-end of the bullpen, je pense qu'ils vont avoir une bonne chance. Fait que pour moi, c'est Oriole. Ben, Never, il est blessé, Bautista. Mais il parle déjà d'acquérir de ne pas attendre trop longtemps pour aller chercher, renforcer. J'ai donné une chance à Cano, premièrement, on verra. Mais moi, j'aime bien le groupe de jeunes à Baltimore. Puis non seulement ça, mais il y a encore beaucoup de talent dans les clubs écoles. Fait que s'il faut qu'ils aillent chercher un vétéran, ils ont beaucoup d'options différentes pour être capables de chercher ce qu'on a besoin. Fait que moi, j'y vais encore une fois. Ben, écoute, j'y étais l'année passée, toi aussi. Je connais les Yankees, on les connaît tous les Yankees. Ils vont aller chercher quelqu'un à date limite des échanges qui va racheter aucunement rien à la chimie dans le vestiaire. Mais j'ai jamais vu les Yankees aussi bons. Ça fait longtemps, hein? Ça fait longtemps que j'ai pas vu les Yankees aussi bons. Je regarde cette équipe-là. Au monticule, ils ont de bons lanceurs partants. Ils ont une bonne relève. Et Soto fait la différence. Soto fait la différence dans la formation, sans aucun doute. Il frappe. Tu regardes maintenant, tu sais... Il y a un gars qui va aller chercher Verdugo qui était avec les Dodgers auparavant. Il fait le travail. Tu as Judge au champ centre. Tu as Soto. Tu t'en vas l'avant-champ est un peu le Mayhew et puis Rizzo. Qu'est-ce qu'ils vont te donner? Mais tu t'en vas ailleurs. Là. Volpe connaît toute une saison. Exact. Alors Cabrera connaît une bonne saison. Alors moi, je pense que les Yankees vont pouvoir, à cause de leur profondeur et pas de panique. En début de saison, tout le monde dit « Ah, il arrive quoi avec les... » Judge vient de se réveiller. Là. Ouais. Moi, je pense que les Yankees vont gagner. OK, on aime ça. Écoute, on est tous d'accord que ça se passe vraiment dans ces deux équipes-là. Je pense pas que les Red Sox ont de la profondeur. Les Blue Jays, on y croit dessus. Honnêtement, c'est un cauchemar ce qui se passe à Toronto quand tu as mis autant d'argent. Quel? Ben, il y a quand même pas mal de contrats, c'est assez pesant, puis il y en a qui vont être à renégocier bientôt aussi. Là, dans l'avenir, je suis d'accord, mais cette année, tu as ta masse salariale avec Ikea, que j'appelle qui joue à l'avant-champ. Tu t'en vas avec Clement, tu t'en vas avec Schneider, tu t'en vas avec BGO, je regrette, là. La masse salariale. Non, mais les Bichets de compagnie, puis Guerrero et compagnie, puis Gausman, Bassett. Oui, mais pour gagner, il faut que tu payes ces joueurs. Ouais, mais écoute, comme je dis... N'oubliez pas aussi, il y a 6 à 7 joueurs qui vont être
agent libre là, dans les 2 prochaines années. Là. Fait qu'ils dépensent énormément d'argent pour garder leur noyau. Fait qu'est-ce qui va arriver? Ils vont-ils se virer de bord? Vont-ils commencer à changer de joueurs? Puis changer un petit peu la chimie, changer leur recette? Puis il faut qu'ils améliorent le réseau des filiales. Ils ont du travail à faire. C'est pour ça que... Mais ça fait longtemps. Ils n'ont jamais fait... Je pense que ça fait longtemps qu'ils n'ont pas vraiment de... Ça fait pas longtemps, toute la gang de BGO ils sont tous là. Mais ils vont être capables de continuer. C'est ça, ils vont être capables de dépenser 150-200 millions par année. Là. Puis avec le noyau de joueurs qu'ils ont là, sont-ils capables de gagner avec eux autres? Vont-ils dépenser un Guerrero ou BGO? Vont-ils être capables de Moi, je pense qu'avec le noyau qu'ils ont là, les joueurs que tu mentionnes, avec Bichette, tu regardes sans Guerrero, sans aucun doute. Mais tu ne remplaceras jamais qui? Morero. C'est lui qui ne se remplacera jamais. Le receveur que tu as donné en Arizona, c'est un receveur numéro 1. Tu as laissé partir de Gary Carter. Je regrette, là. Il va être des chiffres pas loin de Gary Carter. Il est très fort. Pas loin de là. C'est tout un receveur. Défensivement, offensivement, regarde ses chiffres. Ben, il y avait les trois. Il y avait Kirk, il y avait Jensen, puis il y avait Moreno. Fait que, selon toi, ils ont pris une mauvaise décision. Pardon? Ben, Jensen, toujours blessé. Là, mais... Non, c'est secondaire. C'est le meilleur talent. C'est le meilleur talent des trois. Meilleur, tu laisses passer le talent. En plus, un catcher, en plus, c'est dur à laisser partir. Qui joue juste mais il ne joue pas souvent, juste à tous les jours. C'est ça qui est le problème. Ça tape un peu ses nerfs, surtout quand tu es dans un pool. Moi, j'allais dans mes poules. Moi, j'aime ça comparer avec les Dodgers parce qu'Éric l'a vécu. Ils ont-ils échangé leur jeune receveur, eux autres, qui est rendu un des meilleurs de l'équipe? Non, c'est tellement dur d'avoir un bon receveur. Tu sais, écoute, il vient de signer là, Will Smith pour 10 ans, il y a une raison. Là. Mais tu sais, Moreno, on va enlever Gary Carter. Mais je vais le comparer à Smith sans aucun doute. J'adore la comparaison. Sans aucun doute. On s'en va dans l'édition centrale. Ça va être serré. On a choisi les trois, les Royals, la semaine passée pour être une équipe surprise. Les Twins, on l'a dit, ils sont jamais à prendre pour acquis. Et je suis quand même content pour les Guardians, comme j'ai dit. J'ai l'impression qu'une bonne saison des Guardians, c'est un peu un hommage à Terry Francona. Ouais, c'est comme ça que je vois ça. J'aime beaucoup le bassin de joueurs aussi du côté des Guardians. Eux autres, écoute, malgré les blessures avec leur partant, on dirait qu'ils réussissent à les remplacer. Les jeunes font un job. Je sais pas. Moi, je vais vous laisser parler parce que pendant qu'on. Ça fait comme 8 fois que mon choix change. Vous y allez avec qui, vous autres? Si je mettrais de l'argent, je prendrais les Twins. Mais écoute, avec les Guardians, on parlait justement de la bonne culture gagnante, de jouer au baseball comme du monde. Un gars comme Terry Francona qui a inculqué vraiment la recette gagnante avec un gars comme Josh Naylor. Si Josh Naylor continue à jouer comme il joue, là, c'est incroyable parce que c'est le fun à voir. Ouais. Incroyable. Je pense qu'il y a 11 home runs. C'est vraiment un frappeur. C'est vraiment un bon frappeur. Tu sais, c'est un gars qui est back-to-ball contact, qui est vraiment incroyable. S'il continue comme ça, il y a une chance, mais d'après moi, ça va être les Twins. Les Twins, ils ont un petit peu plus de profondeur, je pense. Vu que je suis jamais ordinaire, puis vu que c'est jamais ordinaire avec Bet365, et je vais avec les Twins. Okay, j'ai vu les Twins jouer en fin de semaine. Là. Oh! La seule faiblesse qu'ils ont, je ne l'ai pas trouvée. La seule faiblesse qu'ils ont, pas de super vedette, ce qu'on a mentionné tout à l'heure. Mais tout le monde fait la job. Eric a dit, quand on va quoi avec une équipe, si tout le monde comprend son rôle, tout le monde accepte son rôle, c'est ça qui arrive. Regarde Santana. Santana arrive de nulle part, puis là, il se met à frapper. Ouais. Moi, le joueur qui s'est plus amélioré, c'est sans aucun doute Édouard Julien. Puis Édouard Julien, défensivement, c'est plus le même joueur. Parce que moi, je me souviens, dans le temps, il parlait même de le déplacer du deuxième au premier but à cause de sa défensive. Plus maintenant. Exactement. Puis Jeffers, mais évidemment, aussi. Les Twins ont une faiblesse. Pour un lanceur, tu ne seras pas content. La pire fiche de balle à double jeu. Ils ont réussi seulement 17 depuis le début de l'année. Ça, c'est la pire chose. Défensivement, pas assez de balles à double jeu. Mais je prends les Twins. Mais c'est-tu la faute des lanceurs ou c'est la faute... Moi, je pense que ton troisième but n'est pas... Là, est-ce que Lewis va revenir? Peut-être qu'il va être meilleur, là, mais ça fait mal. Non, mais dès que Lewis revient, tu pars le chrono pour savoir quand est-ce qu'il... Je ne l'ai pas mentionné. Hein. J'ai juste dit que... C'est dommage, mais quel talent! Puis c'est même affaire, j'aurais été voir. Buxton, ça aurait été quoi si ce joueur-là s'il avait été aussi blessé? Fait que... À voir. Moi, m'a faire différent, juste pour qu'on soit. Et je vais y aller avec les Guardians, juste pour. Ah, c'est trop facile. Tu veux pas être différent, c'est le même choix qu'Éric. Ah non, excuse-moi. Non, j'ai vu les Twins. Tous les Twins. Bon, ok, je me suis pas trompé. Tous les Twins. Hey, moi, y aller avec les Royals parce que ça me donne. Je viens de me commander un chandail de George Brett, numéro 5. Le propriétaire, moi, justement, il y a quand même, justement, moi, depuis la signature de Witt, je crois que c'est quelqu'un qui veut, justement, montrer à tout le monde qu'il est sérieux. C'est extraordinaire ce qu'on fait. Il y a quoi, l'année qu'ils ont gagné la Série mondiale, ça fait quasiment presque une dizaine d'années, tu vas me dire, 8-10 ans, tu sais. Mais j'aime cette façon de construire une équipe. Ils ont encore aussi une marge de jeu par rapport à la date d'échange. Fait que je vais y aller avec Kansas City. C'est un bon choix. Différent. On y va de même. Puis ça, personne ici choisit. T'es pas ordinaire, toi non plus.
Oh, regarde, on aime ça faire jaser le monde. Fait que, allons-y avec l'Ouest. L'Ouest, moi, je dirais que c'est les Rangers à 100%. Écoute, j'aimerais bien ça voir... J'aimerais ça voir les A's gagner. Ce serait vraiment le fun. Ce serait un petit peu un middle finger, je pense, à Major League Baseball, parce que tout le monde les ride off. Tout le monde pense que c'est pas une équipe. Avoir Toro en plus là-dedans, c'est le fun de voir les Oakland gagner. Mais. Il y a du cash à faire, 71 ans contre. C'est meilleur du pièce à placer. C'est meilleur du place à placer présentement, oui, exact. Fait que d'après moi, c'est ça. D'après moi, c'est les Rangers parce qu'ils ont vraiment la profondeur, de bons lanceurs. Ils ont gagné déjà, ils ont l'expérience. Je pense que les joueurs ne paniqueront pas. Ils ont beaucoup de joueurs vétérans comme Semien et Seager. Fait que d'après moi, ils veulent pas, ils n'ont pas le choix. 162 games, écoute, quand tu as de la profondeur comme ça, c'est dur à battre. Moi, j'ai choisi Rangers, bravo en Série mondiale, alors. On est à 2. On a Je vais continuer. Je pense que les Rangers... Bruce Bochy fait la grande différence. Bruce Bochy ne panique pas. Il sait comment gérer. Il a déjà gagné. Il ne faut pas oublier, tu as 2 lanceurs qui s'en viennent. Tu as Scherzer qui s'en vient, tu as DeGrom qui s'en vient. Ils ne sont pas pressés. Là. Puis ils sont toujours là. Et DeGrom, on oublie DeGrom en plus. Il n'a même pas lancé l'année passée. Il a pas fait. Ben là, présentement, ils sont derrière les Mariners, mais je sais pas, les Mariners, on dirait qu'à chaque année, ils trouvent une façon de s'en faire jouer un peu vers la fin. Mais quel retour, parce qu'ils ont eu un mauvais début de saison, les Mariners. Oui, non, mais c'est pas. Écoute, moi, c'est une équipe que j'adore. Je trouve qu'il y a des joueurs comment, c'est comme un peu les Twins de l'Ouest, si tu veux. Là, je veux dire, il n'y a pas encore une fois d'énormes grandes vedettes. Ils ont perdu des gros frappeurs. Mais ils ont beaucoup de jeunes joueurs intéressants. Je veux dire, j'ai un blanc sur le chanson, notre fameux. Pas Rodriguez, mais. Exact, c'est ça. Je veux dire, mais le reste. Moi, je trouve que c'est une équipe, je l'ai dit, c'est comme les Twins de l'Ouest. Les Astros, j'ai jamais été un fan des Astros. Par quelque part, ça me fait un peu de peine de les voir dégringoler de même. Je veux dire, je les aime pas, mais je pense que je suis trop sensible. C'est ça, vieillir, Roger, parce que honnêtement. Je suis pas encore rendu là. Non, parce que moi, dans 30 ans, ça m'aurait fait plaisir. J'aurais teint les Astros dans vos faces. C'est donc de tricher maintenant, voir ça va vous aider. C'est ta mère que dit. Max. Exactement. Tu vois, l'influence. Je suis élevé par Roger et ma mère encore aujourd'hui à 54 ans. Ça va super bien. Mais évidemment, on se l'est dit la semaine passée. Quoique les Rangers pourraient gagner quand même la Série mondiale en étant équipe wildcard, mais ils vont gagner la division, c'est sûr. Et moi, avant qu'on se quitte, j'aimerais ça. Voici une prédiction un peu wild. On peut passer quelques secondes là-dessus. Moi, je pense que dans la Ligue nationale... Attends, j'ai même pas fini ma phrase! Une équipe qui va faire le wildcard, moi, elle m'intéresse de plus en plus. Puis j'aime bien ce qui s'en vient parce que, encore une fois, il y a des Brady House de ce monde, puis il y a James Wood, qui sont des futurs vedettes du baseball majeur, selon moi. Les Nationals de Washington vont faire... on en reparlera plus tard. Je vais juste pitcher ça dans les airs. Est-ce que je dois faire un commentaire ou juste te faire un sourire? Faisons pour un sourire aujourd'hui, juste que toi, Eric. Non, mais sérieusement? Les deux ont souri. Wildcard, Nationals, non. Écoute, honnêtement, le wildcard n'arrivera pas de la division centrale. Honnêtement, dans l'Ouest. Pourquoi pas la division centrale? Parce que moi, je pense que la personne qui va gagner la division va être la seule qui va participer. T'as White Sox, hein, ça? Non, je parle de la Ligue nationale. Oui, mais ça, je te parle. Pas les White Sox, les Cubs. Tu vois? Les Cubs, c'était les Cubs. Faut pas oublier Milwaukee non plus. Milwaukee, moi, c'est ça. Moi, j'allais l'entendre Milwaukee, c'est Walker. Puis là, il ne faut pas que tu oublies non plus San Diego. Moi, je pense que ça va se passer entre San Diego et les Nationals. San Diego, les Nationals. Moi, je pense que ça va se passer. Comme wildcard. Pas comme champion, mais comme wildcard. Oui, c'est ce que je te parle. Les Nationals, ça me dit à jouer 500. Là. Je pense que les Diamondbacks finissent avant San Diego. Ah, aussi, ta réponse est là. Que quoi? San Diego. Diamondbacks avant San Diego. Alors, tu viens de reculer dans le cours d'un autre point. Non, mais je suis pas d'accord. Moi, j'aime le noyau. J'aime le noyau des Nationals. J'aime ce qui se passe. On n'en a pas pensé. On n'en a pas parlé tantôt parce que ça va être. Et je tiens à te dire une chose bien importante. Si jamais ça arrive, moi, je me souviens pas de ça. C'est enregistré. Fait que, pas le choix. Hey, merci. C'était le segment, évidemment, Bet 365. Excuse-moi, il faut le dire en anglais. Évidemment, comme ça dit très bien, c'est jamais ordinaire avec Bet 365. Il y a un code, évidemment, pour ceux qui veulent s'abonner avec l'application. Le code, c'est LP Bonus. On le voit ici. On le voit-tu? On le voit pas. On peut-tu mettre à l'écran? J'imagine qu'on va mettre ça, évidemment... Est-ce qu'on me répond? Non? À un moment donné. Après, Simon est en train de taper. On va si vous voyez ma main qui s'en va à gauche de même. Oui, c'est pas ma cuisse. C'est le beau chien, c'est le beau chien. Qui est donc fait, ton chien. Oui, Rock est toujours avec moi. Et donc, merci d'avoir été avec nous pour cet deuxième épisode de la saison de Game Over. Toujours le fun. Man, que j'ai du fun à me faire remettre, me faire expliquer que je suis dans le champ. Non, je niaise. Bon, l'année passée, lui, il riait de moi avec les Orioles. Mais la seule différence, Eric, c'est pas comment revenir quand t'as tort. Je m'en souviens pas. Ou j'ai bon point, je m'en souviens. Exactement. Ma mère t'aime de...
Je suis un ancien prof. Écoute, t'avais raison, Max. Max, t'avais raison. Là, tu vois, non, ça marche pas. Les maudits Orioles de Baltimore, t'avais raison. OK? Check bien les Nationals. Hey, merci tout le monde. On se revoit très bientôt. Au revoir. Game Over, une présentation de Baseball Québec. On ferme les livres, c'est terminé. Qui monte sa petite et gagné avec ta balle Bichette. T'as déjà striké dans tes Bichettes. Et avec des lunettes qui font peur, la victoire est signée. Game Over.